Comment on fait pour faire la compétition avec des boîtes comme Amazon, des géants? Tu dois grandir vis-à-vis d'eux. Il faut savoir qu'LDLC, quand on est né, forcément, comme tout le monde, on s'est battu sur le prix. Je suis tombé sur un article qui disait le classement de pourquoi les Français achètent sur Internet. Le prix. 70% des Français achètent pour le prix. Donc il y a 30% des Français qui ne regardent pas le prix. Et bien on va s'adresser à eux. Tu cherches un service, une relation, plus qu'un prix. LDLC, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pourrait penser que c'est une vie facile, confortable. L'histoire, quand tu prends le point de départ et le point d'arrivée, c'est une belle ligne. Si tu vas voir le cours de bourse, tu verras que la ligne est beaucoup moins stable et elle reflète justement les accidents. On va se retrouver le 14 juillet avec 30 000 commandes de retard. Ce jour-là, j'étais avec mon frère, je lui dis on est mort. Si Rue du Commerce nous rappelle là maintenant, je vends pour 1 euro pour sauver la boîte. Virgin fermé, Pixmania fermé, l'intégralité de ses points de vente, c'était l'époque où on parlait de la fin du retail. J'arrive, conseil d'administration, et je leur fais on va ouvrir un réseau de magasins. Pour le coup, ils ont quand même osé me le dire, c'est Laurent, mais pourquoi? En fait, on s'est battu sur cette notion de dire on va aller chercher les autres et puis on va se battre avec ça. Et globalement, on a toujours été rentable et c'est ce qui nous a permis de durer jusqu'à aujourd'hui. Pendant très longtemps, dans l'imaginaire collectif, on était tout petit, c'est-à-dire que quand on était 300, quand on était 500, dans l'esprit de tout le monde on était petit parce qu'en fait on a cette capacité à être proche du client. Le client ne doit pas se rendre compte finalement qu'on est un géant et ça nous va très bien. Le jour où j'ai mis en place la semaine de 4 jours, je ne le savais pas. Et sur le papier, je m'étais dit bon ok, ta mesure elle va te coûter 5% de la masse salariale. Et moi, je me suis dit je veux voir. Et donc je suis parti dedans. Salut Laurent. Salut David. En tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Comme je te disais, j'ai un souvenir particulier avec LDLC. J'ai monté mes premiers ordinateurs achetés avec des microprocesseurs de chez LDLC. Donc je me rappelle, mon père adorait l'informatique, il adore toujours. Et donc je sais que la première chose que je vais faire quand on va finir l'interview, je vais écrire à mon père tiens, j'ai interviewé le fondateur de LDLC. C'est trop cool. C'est amusant le nombre de personnes que je peux croiser et qui ont acheté. J'ai croisé une fois, quand on est aménagé dans notre nouveau siège, il y a quelques journalistes qui viennent et puis il y a une des filles qui me fait vous savez que j'ai acheté mon premier PC chez vous? J'ai dit oui, mais il y a très longtemps, dans votre appart. Je suis dans mon appart, il y a eu 10 clients dans mon appart. Et elle me fait j'étais dedans, c'était un ami étudiant qui m'a amené chez vous, j'étais pas du tout rassuré. C'est sûr. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle me dit quand je vois ce que vous avez fait aujourd'hui, waouh. C'est incroyable, parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, LDLC, dans mon imaginaire, quand j'avais 18, 19 ans, quand j'ai acheté les premiers ordinateurs LDLC, c'était la boîte pirate, un petit peu, qui était mieux dans mon monde que les grosses boîtes de l'époque. Donc c'est drôle de voir aujourd'hui, si tu me corriges, donc vous faites 600 millions de chiffre d'affaires. C'est ça exactement. 1000 salariés. Oui. Donc c'est quand même un sacré bel empire. Puis tu as une centaine de points de vente en plus du site internet. On fait du pro, du particulier. Enfin, ça c'est vraiment développé. Donc point de vente, tu parles de boutique. Boutique dans toute la France. Et on a toujours travaillé sur cette image que tu disais, c'est-à-dire que pendant très longtemps dans l'imaginaire collectif, on était tout petit, c'est-à-dire que même quand on était 300, quand on était 500, dans l'esprit de tout le monde on était petit, parce qu'en fait on a cette capacité à être proche du client et avec cette sympathie, ce qu'on a cultivé tout le temps dans notre culture, c'est-à-dire le client ne doit pas se rendre compte finalement qu'on est un géant et ça nous va très bien qu'il croit qu'on est tout petit alors qu'on est géant. Parce que dès qu'on devient grand, tu as cette sensation que ça devient une machine, une usine et qu'en fait tu es client exploité. Alors qu'en réalité, nous on cherche justement tout le contraire. Et donc dans l'imaginaire collectif, on a énormément travaillé cette image d'être une petite boîte de 10 personnes. Et d'ailleurs, c'était très amusant. Parce qu'en fait on a beaucoup de personnes encore il y a 2-3 ans qui me disaient qui veulent me voir et qui me disent je viens vous voir au siège à la boutique. Non. Le siège, le siège il y a 600 personnes, on n'est plus dans une boutique. C'est drôle ça. Ça n'a plus rien à voir. Tu peux raconter l'anecdote au tout début de LDLC avec ton papa? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous avez une conversation, je crois qu'il n'est pas d'accord avec toi sur des choix. Alors en fait, à l'époque, je suis à table avec lui. On est au tout début de LDLC, pour te dire, je fais 100 000 francs de chiffre d'affaires, 15 000 euros. Déjà, c'est en France, ça monte. Exactement. J'ai un investissement que je vais faire de 20 000 francs pour équiper Marc Prieur de Hardware FR, qui est un étudiant dans sa chambre, qui monte son site et qui vient d'avoir son ordinateur qui est en panne et qui n'a pas les moyens de continuer son site parce que son ordinateur est en panne. Et puis moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, tu mets une bannière sur ton site et je t'offre l'ordinateur. Mais il me demande à peu près pour 20 000 francs de matériel, ce qui représente à peu près 40% de ce que j'ai sur le compte en banque.
Et là, mon père me dit, t'es complètement fou. Tu te rends compte, ta boîte, elle débute, tu mets tout l'argent dans ce truc-là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu vis chez lui à ce moment-là ou c'est Je vis chez mes parents, mais ils travaillent, ils sont sur Paris, donc l'appart, en fait, il est souvent est libre et il me sert à moi uniquement. Et en fait, on se prend la tête et je lui dis, mais papa, de toute façon, dans 10 ans, je ferai 1 milliard de francs. Et toi, quand tu dis ça, c'est un peu pour le titiller, c'est t'y C'est crois pour le titiller, j'y crois pas du tout. Partir C'est un petit peu quand même, non? C'est ce que je voudrais faire, Ok. mais j'y crois pas plus que le truc, mais c'est dans le défi, c'est-à-dire que de toute façon, je sais où je vais et tu verras bien. Mais toi, ça t'énerve du coup, sa réaction. Et la réaction m'énerve parce qu'en fait, je sais qu'Hardware.fr est le site qui monte, il est leader sur Internet à l'époque, et je sais que ma bannière, elle va donner quelque chose. Marc, d'ailleurs, c'est marrant parce que lui, il me dit, quand je lui dis ça, il est complètement surpris, il me dit, mais bon, bah, donne. Hein. Mais il n'y croit pas non plus de son côté, il dit, c'est 20 000 francs, il est en train de les perdre, mais moi, j'en ai besoin de cet ordinateur. Et en réalité, c'est ce qui va déclencher tout le truc parce que c'est le site référence d'informatique, c'est le site qui va me faire connaître et qui va faire passer mes commandes de 1 par semaine à 20 par semaine, et puis ainsi de suite, qui va tout déclencher. Et la petite histoire de l'anecdote, c'est que 9 ans et 10 mois plus tard, j'atteindrai le milliard de francs de chiffre d'affaires, donc les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, et je vais retourner voir mon père en lui disant, je te l'avais dit. Alors il a dit quoi là, écoute? Et là, il m'a dit, écoute, depuis que tu as créé la boîte, il n'y a plus rien qui me surprend avec toi, donc bravo, mais je m'y attendais. Et toi, ça te fait quoi du coup d'avoir ton père parce qu'il aurait pu être fier Il était fier 9 ans après. C'est-à-dire que 9 ans après, il a vu l'histoire. Aujourd'hui, il est toujours aussi fier. Je voulais dire, il aurait pu, dans son ego, ne pas reconnaître ton parcours. Ça te fait quoi qu'il soit fier de toi en fait? C'est pas une question de... En fait, il était fier. Au départ, il avait juste peur pour moi. Okay. Je pense que c'était, oui, Laurent, tes rêves, ton optimisme, tes délires, sois conscient que la vie, c'est pas si facile. La fierté, c'est toujours incroyable de... Enfin, quelque part, les parents sont fiers de leurs enfants et les enfants sont fiers de faire plaisir à leurs parents. Et il y a de ça, il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que le jour où tu arrives à ça, tu viens pas dans le mode défi de dire je l'ai fait, mais de dire tu peux être fier de moi. Tu y as cru, merci d'avoir cru au départ. Maintenant, bah voilà, ça y est, je l'ai fait et puis je vais aller encore plus loin parce qu'il est hors de question que je m'arrête ici. Et on ira de plus en plus loin. La dernière fois d'ailleurs où je l'ai vu, on en parlera peut-être, on est sponsor de la LDLC Arena, voilà, nouvelle salle à Lyon, et on était dans la loge de la LDLC Arena avec mon père, on regardait un concert, non c'était un match de basket d'ailleurs pour le coup, et je lui fais, t'aurais imaginé ça un jour, qu'on fasse ça? Il me dit non, jamais, mais c'est juste incroyable, profite. Et pareil, voilà, il y a cette sensation de fierté de sa part, et puis ce côté de dire bah voilà, j'ai réussi, j'ai pas été un enfant facile, j'étais pas l'enfant qui travaille le mieux, j'ai fini dernier de ma promo d'ingénieur, ils en ont bavé avec moi, et donc au moment où tu peux dire bah voilà, j'ai réussi, il y a ce petit côté ok, les choses sont bien passées, et puis merci de m'avoir accompagné. Ils étaient comment tes parents avec toi? C'était quel genre de parents que tu avais? Je dirais à la fois strict et souple, c'est-à-dire exigeant. Oui, ils m'ont poussé derrière les écoles. J'ai entendu 25 fois que j'avais j'avais pas un cheveu dans la main ou un poil dans la main, mais un baobab. J'ai entendu 25 fois de mes parents, de mes profs, de plein de monde que je pouvais faire beaucoup plus, que j'aurais dû faire des grandes écoles, que j'aurais dû aller très loin. Mais en même temps, moi, je vivais à mon rythme. J'ai toujours vécu à mon rythme. Peut-être avec une inconscience de ce que je pouvais faire, mais en tout cas, l'envie de vivre ma vie. J'ai toujours été hors du cadre. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'avais 2 ans d'avance. Enfin, quasiment 2, c'est-à-dire que je savais lire et écrire à 3 ans. Donc, je suis rentré beaucoup plus tôt au CP et puis j'étais de fin d'année. Donc, j'ai toujours été le plus jeune dans ma classe, toujours eu besoin de faire ma place. Et du coup, ça a aussi construit cette recherche de trouver une place, d'essayer d'exister. Je vais prendre un exemple concret de moments que tu vis difficilement dans ta jeunesse. J'étais en 5e. Moment où j'ai écrit d'ailleurs une rédaction qui disait que je créerais ma boîte plus tard, mais aussi moment beaucoup plus compliqué quand le prof de sport me dit bon Laurent, Sportco c'est pas pour toi, t'es trop petit dans l'équipe, tu vas aller jouer avec les filles. Et que j'ai fait toutes mes séances de sport dans l'année avec les filles, seul dans le vestiaire, à changer mes affaires, à rejoindre les filles sur le terrain. Alors oui, j'étais meilleur. Mais tu vois ce côté où on te met à part, ouais, t'es exclu, on te sort, alors on t'intègre dans un autre groupe qui est le groupe des filles, donc du coup tu vas t'entendre très bien avec, mais
tu sais qu'il y a une différence, que tu sais qu'il y a des choses où tu vas devoir te battre constamment. Et ta personnalité à l'époque, c'est d'être en colère contre ça, c'est plutôt d'être abattu par rapport à ça, Non, pas abattu, mais toujours dans ce défi de devoir prouver qui tu es, de devoir sortir du lot, de devoir... Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, de devoir sortir du cadre, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le cadre, donc tu vas devoir vivre hors du cadre. Et finalement, tu t'adaptes à vivre hors du cadre, à te dire, je vais faire mes lois, je vais faire mes règles, je vais vivre dans mon monde, et je vais construire un monde qui est différent des autres. Et puis ça me va, parce que justement, c'est le mien. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Qui sont... T'es dans quelle position Je suis l'aîné. T'es l'aîné, ok. C'est moi qui suis passé et qui est défriché. Il y a aussi ça avec l'aîné, c'est... tu es toujours celui qui passe en avant. Un souvenir que j'ai dans ce sens-là, c'est de me battre pour avoir de l'argent de poche. Puis le jour où j'ai de l'argent de poche, mon frère et ma soeur en ont. Statistiquement, c'est prouvé que les parents, globalement, sont plus durs avec l'aîné. Ils ont peur. On le voit, le premier enfant, quand ton premier enfant naît, t'as peur de tout, tu protèges toute la maison 25 fois. Quand le deuxième enfant naît, t'as peur de rien. Tu le laisses vivre sa vie. Et on s'étonne après que les éducations ne soient pas les mêmes, mais en réalité, tu les as pas traités pareil parce que tu as plus la peur du premier. Mais ce qui est drôle avec toi, parce que là je lisais un scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Adam Grant, qui est très fort sur pas mal de recherches psychologiques, et statistiquement il disait que les premiers de fratrie ont tendance à donc du coup réussir plus professionnellement, gagner plus d'argent, par contre faire plutôt des métiers dans le cadre, parce qu'ils ont souvent eu plus de cadres et ils se sont habitués à ça, là où le dernier de la fratrie est souvent plus ce que lui il appelle originals, et donc a tendance à casser les règles parce que le seul moyen de compete, comment on dit en français, de se faire sa place, c'est souvent il est moins fort physiquement, la place du premier de la classe ou du premier, elle est premier scolairement, elle est prise, donc je vais me différencier. Et toi, j'ai l'impression que par le fait d'être né 2 ans avant, ça t'a créé ce truc hors cadre, quoi. Alors c'est très amusant parce que tu vois, oui, je suis toujours sorti du cadre, j'ai jamais été le meilleur à l'école. Et j'en parlais il y a encore quelques mois avec mon frère qui me dit moi j'ai été obligé d'être le meilleur. En fait, je me suis retrouvé dans cette position où vu que toi tu performais pas, c'est moi qui ai dû le faire. Donc les rôles se sont inversés, les rôles se sont inversés dans le système. Au final, c'est lui qui a réussi les grandes écoles, c'est lui qui a les diplômes les meilleurs, etc. Et quand j'en discute avec lui, il y a ce côté un peu où il se sent frustré de se dire j'ai dû prendre cette place. C'est l'histoire d'Agassi, c'est-à-dire qu'Agassi, le père, il veut avoir un fils champion. Les premiers, ils n'ont pas réussi. Et Agassi arrive le dernier. Et donc, il sent que c'est un peu le dernier espoir du père d'avoir un fils champion. Et donc, c'est toute une pression qui s'est installée, quoi. C'est intéressant. Il y a ça. Après, ma sœur, qui est la troisième, est effectivement la plus originale. Ah ouais. Elle nous a accompagnés dans l'entreprise pendant 20 ans. Puis, elle a pris son envol. Et puis, maintenant, elle est plus dans le coaching, etc. Okay. Mais elle a une vision du monde beaucoup plus éclectique. Ok. Le côté social, c'est vraiment important pour toi, à la fois l'entreprise libérée, le côté travailler 4 jours sur 5 par exemple en entreprise. Ça devient d'où pourquoi c'est si important pour toi? C'est une question que je me suis posée moi-même, j'en sais rien. Si ce n'est qu'en fait, je vis l'entreprise comme, j'allais dire, une histoire de famille. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'on s'entende bien entre nous. J'ai pas envie d'être dans le conflit. Je déteste le conflit. Tu vois, toutes les émissions à la télé là, où ils s'engueulent, où on cherche ce truc-là, je zappe, je ferme, je supporte pas de voir ça. Pour moi, j'ai besoin d'une famille qui avance. J'ai besoin d'un groupe qui s'éclate, de sentir que tout le monde est bien. Alors, tu as des contraintes quand tu es patron. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire pour que tout le monde soit mieux. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, je veux que les gens aient le sentiment, que je les considère. Et deux, de pouvoir vivre dans l'entreprise. Si tu prends la pyramide de Maslow, c'est que le premier étage, là, il soit garanti, c'est-à-dire sécurisé. Sécurité dans ma vie, et à partir de là, je progresse. Et j'ai vraiment envie que les gens qui sont dans la boîte s'y sentent bien et que tout soit au mieux. Pourquoi, qu'est-ce qui fait en moi que c'est comme ça? J'ai plein de gens qui m'ont posé la question, je n'en sais rien, mais ça fait partie de moi. C'est une évidence pour moi. Et puis, plus j'avance dans ce sens-là, plus j'avance dans cette démarche, plus je me rends compte qu'en plus, c'est un non-sens de ne pas le faire parce qu'en réalité, ça marche. Et ça marche mieux que les entreprises qui ne le font pas. Souvent, avec tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui dans la boîte, on me dit « Mais Laurent, tu diriges pas une ONG ?» En plus, on est en bourse, donc je l'entends régulièrement, cette phrase. Regardez les résultats de la boîte, regardez les autres groupes du retail. On a des rentabilités comparables ou meilleures. C'est-à-dire donc c'est compatible, c'est ça que tu veux dire? C'est totalement compatible. Et tu penses que c'est compatible parce que ça devient un avantage compétitif parce que peu d'entreprises le font et donc du coup tu attires des talents pour ça et du média et de la presse, ou
ou que si tout le monde le faisait, et donc du coup ça serait plus un avantage compétitif en termes d'image, ça s'avérait quand même fonctionner? C'est pas, je pense qu'après, c'est juste de la considération des personnes. Si les personnes se sentent bien, c'est pas... Si tout le monde se sentait bien, on se sentirait mieux tout simplement dans le pays. On ne serait pas dans le monde où on vit aujourd'hui, où clairement il y a un problème, où aujourd'hui on est dans le stress, dans la pression de la performance, du résultat, etc. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, si tu considères les gens avant tout, d'avoir le résultat sans le stress. Et je pense que oui, évidemment, au bout d'un moment, on se dirait finalement c'est comme les autres. Mais si on est bien et comme les autres, on le vivra beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu prends dans la boîte, par exemple, les gens vont moins se comparer. On ferme l'écosystème juste au groupe LDLC ou sur les 1000 personnes. Il y a très peu de remarques qui vont te dire lui, c'est mieux que moi. Lui par exemple Celui à côté a des meilleures conditions que moi ou autre. Parce qu'à partir du moment où tu as offert un cadre à chacun, où les gens se sentent bien, ils sont moins dans la comparaison avec les autres. En fait, on a tous un niveau dont on a besoin. Et une fois qu'on l'a, on rêve pas tous d'être millionnaire, on rêve pas tous de réussir. On rêve simplement. Le principal besoin, et c'est celui de la pyramide de Maslow, c'est d'être en sécurité, de pouvoir gérer sa famille, gérer ses enfants. Ce sentiment-là. Quand tu as atteint ce sentiment-là, déjà, tu as fait beaucoup. Et quand en plus, tu donnes le temps de vivre aux gens, naturellement, ils vont être efficaces. On me dit souvent, quand je parle de la semaine de 4 jours, et que j'ai des économistes en face de moi, les mathématiciens, ingénieurs, je le suis de base, mais pour le coup... Oui, ils disent 25% de coûts en plus, quoi. Non, ils ne disent pas ça. Ils me disent, si vous avez réussi à les faire travailler en moins de temps, à faire le même travail, de toute façon, vous allez les faire exploser en vol, parce que si vous n'avez pas compris le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on est saturé de travail et qu'on ne peut plus en faire plus. Et je leur dis, oui, mais vous faites des maths. Moi, je fais de l'humain. Et l'humain n'est pas posable en équation. C'est comme dans le sport ou autre, si tu fais du sport non-stop, à la fin, tu es cramé, tu n'iras pas courir une course derrière. Aujourd'hui, pour moi, on est dans un système qui est stressé parce qu'on refuse d'accepter que le système nous a dépassés. C'est-à-dire qu'on a du data dans tous les sens. On a des ordinateurs qui sont devenus plus puissants que nous, qui le sont de plus en plus si on parle d'hier. On gère X projets par an. Quand il y a 50 ans, t'en gérais un par an, c'était un miracle. Il fallait 5 ans pour faire un projet. Et on a compressé nos cerveaux à un point qui est devenu hallucinant de données qui viennent de la boîte, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Tu es connecté à tes amis constamment sur WhatsApp, sur toutes les applis diverses et variées. Tu n'as plus le temps de vivre. Et je pense qu'on est dans un monde qui s'est totalement saturé, qui refuse de l'admettre, qui est toujours dans cette notion de « oui, mais on peut aller plus loin, on peut faire plus de performances, on peut travailler plus, ça donnera plus à la fin ». Non, en fait, parce qu'on a grippé le moteur. Il est rouillé. Enfin, il n'est pas rouillé, il est grippé. C'est comme si on avait vissé une vis dans un truc, on a raté le pas de vis. Et maintenant, on force pour aller plus loin. Alors qu'en fait, il faut dévisser la vis, mettre un peu d'huile et repartir. Et dévisser la vis et mettre un peu d'huile, c'est donner un peu plus de temps aux gens. Leur donner cette souplesse qui fait qu'en réalité, quand tu leur redonnes de la souplesse, quand tu leur redonnes cette possibilité de vivre leur vie, de retrouver du temps pour eux, d'exister, ils redeviennent performants. Et c'est naturel, c'est ça qui est impressionnant, parce que ce qu'il faut comprendre quand j'ai fait tout ça, c'est que je ne savais pas. Et que le jour où j'ai mis en place la semaine de 4 jours, par exemple... Juste pour comprendre, l'équipe de direction aussi fait 4 jours ou pas? Oui, tout à fait. Pour l'équipe de direction, très concrètement, je prends toujours l'exemple de l'autoroute pour parler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des équipes de direction sur une autoroute à 130, elles roulent à 220. C'est-à-dire que la plupart sont carrément au-dessus des 35 heures ou du truc. Donc, quand tu veux compresser ça dans 4 jours, tu dis ça passe pas. En fait, quand tu passes la vitesse à 110, ils vont rouler à 170. C'est-à-dire que oui, j'en ai qui bossent 5 jours, toujours. Mais avant, ils en bossaient 6. Ou 7. Oui, ou 7, j'en ai aussi. Mais ça va quand même permettre de créer un vrai... Il y en a une d'espace. Et il y en a une qui me l'a très bien exprimé, Marion, qui travaille sur une de nos filiales Armoire Bébé, qui un jour est venue me voir en me disant « Laurent, j'espère que tu es consciente que je suis toujours aux 5 jours. » Je lui fais « Je le vois, je te vois bien tous les jours au boulot. » Elle fait « Mais c'est génial la semaine de 4 jours. » Je la regarde, je lui fais... Ça lui crée un espace dans sa tête pour pouvoir aller faire son sport. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. C'est qu'elle m'a dit « En fait, mon 5e jour, il est posé comme tout le monde, elle a son mardi. » Parce que c'est mardi pour tout le monde? Non, ça dépend des personnes, okay, c'est complètement variable. Mais en fait, elle m'a dit, si demain j'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai mon mardi. Si demain j'ai envie de prendre mon mardi après-midi, je ne pose pas un congé, c'est à moi, ça m'appartient. Donc ça devient un choix de travailler. C'est sa soupape de décompression. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la saturation, elle a un moment qui lui appartient, dont elle fait ce qu'elle veut, qu'elle utilise pas, mais qu'elle fait autre chose qu'elle m'a dit qu'elle faisait. Par exemple, le mardi en particulier, elle ne répond qu'aux mails importants. Elle est là toute la journée, mais tous les mails qui ne sont pas importants, elle ne va pas y répondre.
parce qu'elle se dit, aujourd'hui, c'est mon jour à moi, donc je fais ce que je veux. Et en fait, ça crée, même pour ces gens-là qui sont quelque part au-dessus, qui sont à la limite, bah, ça leur crée une soupape de décompression qui leur permet de encore mieux vivre le truc. Mais surtout que c'est prouvé par rapport au stress que c'est pas simplement ce que tu fais qui va être stressant, c'est comment tu perçois ce que tu fais. Et donc, très clairement, si tu travailles en ayant l'impression que c'est une pression, que c'est une obligation, c'est pas pareil que bon, bah en fait, je fais ce que je veux et donc je peux travailler. J'ai fait des années en 7-7, 0 jour de congé dans l'année, sans aucun stress, sans aucune pression, parce que je m'éclate, je suis dans mon flow et il n'y a aucun problème. Mais comme je dis, c'était ma passion, mon hobby et mon travail, tout est réuni. Et en plus, j'étais célibataire. Donc en gros, tu es dans ton truc et il n'y a pas... T'es dedans, tu vis ton truc, mais tout le monde ne vit pas ça. Et les autres, ils ont d'autres passions, d'autres hobbies, d'autres choses à faire à côté. Et il faut leur laisser l'espace de temps pour ça. Et aujourd'hui, la société dans laquelle on vit ne laisse plus ces espaces de temps. Et ce jour, en plus, qu'on libère dans la semaine, en fait, libère tout ça. Et fait qu'en fait, et c'est là que j'ai eu la surprise, parce que moi, ce que j'avais très clairement prévu, quand j'ai posé le truc sur le papier, il me manque 9% d'heures. Et tu regardes, tu dis, oui, mais là, j'ai de la relation client, elle est ouverte, c'est pas du travail, c'est des temps horaires. Donc, il va me manquer des heures. J'ai de la logistique, c'est pénible, ils font des colis, ils vont pas aller plus vite, il va me manquer des heures. Et puis dans les bureaux, tu es un petit peu moins regardant. Tu fais, ah, je suis sûr que là, on peut gagner entre le temps que je donne et le travail, parce qu'ils sont pas toujours à fond dedans. De temps en temps, ils font leurs vacances, le vendredi après-midi, ils bossent un peu moins. Et sur le papier, je m'étais dit, bon, ok, ta mesure, elle va te coûter 5% de la masse salariale. Alors là, tu as 80% des patrons qui font 5% de la masse salariale. Waouh, stop. Et moi, je me suis dit, je veux voir. Et donc, je suis parti dedans. Et c'est après que ce que j'explique aujourd'hui, je l'ai découvert. C'est parce que j'y suis allé que d'un coup, j'ai fait, ah, j'avais tout faux. Ça marche 100 fois mieux que prévu. Ils travaillent plus. Parce qu'en fait, j'ai mis de l'huile. Et ils sont 10 fois plus performants. Le gars en logistique, où je ne m'imaginais pas qu'il fasse un colis de plus, bah, il ne fait pas les 9% de colis qu'il devait compenser, il fait 25% de colis en plus. Et tu dis, mais comment ça se fait qu'il fait 25% de colis en plus ? Bah, c'est tout simple en vrai. C'est parce que d'habitude, quand il fait sa semaine, du lundi au vendredi, bah, c'est pas marrant. Il fait ses trucs, c'est un travail répétitif. Il s'éclate pas. Le samedi, il rentre, il a plein de trucs à gérer. Le dimanche, il se pose et le lundi, il revient en mode bah, ça y est, la semaine recommence et je suis pas à fond. Tu lui donnes un jour dans la semaine, il va décaler toute une partie de son week-end sur ce truc-là, sur ce jour-là. Son week-end, il va avoir un vrai week-end, des mini-vacances. Et puis quand il revient le lundi, il est à la pêche. Et sans le faire exprès, sans le faire pour toi, il marche un peu plus vite, son geste est plus rapide. Il sourit à son collègue, parce qu'en logistique, il sourit rarement à leur collègue, parce qu'il a vécu un bon week-end. Et tout ça, ça accélère les process. Ça les accélère parce qu'il n'est plus dans l'épuisement constant. Il n'est plus dans le sportif qui fait trop de sport et qui à aucun moment ne se repose. Il est dans une nouvelle énergie qui fait qu'il produit plus. Et ça s'est reproduit partout dans la boîte. Et à la fin, ben le seul chiffre que j'ai qui montre l'efficacité du truc, c'est post-Covid, on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 1000 collaborateurs, et les collaborateurs ne sont pas au bord de l'épuisement, mais tu sens effectivement qu'il y a du stress, de la fatigue, etc. Le Covid arrive, on est passé aux 4 jours 32 heures, donc on bosse moins, on n'a pas recruté plus, et on fait la période, et on fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait 40% de croissance, rien à voir avec la mesure, c'est le Covid qui fait la croissance. Par contre, j'ai recruté personne. Donc, les gars de supporter cette croissance. Donc, les gars ont fait le travail. Et je les vois en fin d'année. Je fais ma réunion annuelle de fin d'année. Et ils ont une pêche de dingue. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas épuisés. Et d'ailleurs, ils ont une question tous. Ils me disent, Laurent, c'est quoi ta prochaine idée? Je fais OK. Et je leur ai répondu à ce moment-là un truc très clair qui était de leur dire, écoutez les gars, vu ce qu'on vient de vivre, vu la croissance qu'on a fait, vu le sourire que vous avez, vu le bien-être que je sens chez vous, il n'y aura pas de prochaine idée. Il n'y aura pas de prochaine idée parce que en fait, maintenant, ce qu'on a vu là, ce qu'on a découvert par hasard, le fait qu'on est 10 fois plus productif, enfin pas 10 fois, mais qu'on est beaucoup plus productif quand on travaille 4 jours 32 heures parce qu'on prend du temps pour soi et que ça change la donne, il faut qu'on l'explique aux autres. Et bien sûr, je peux faire d'autres choses, je peux améliorer d'autres choses. Mais déjà, quand je vais arriver et que je vais raconter ça, je vais être pris pour un ovni. Donc si j'en fais encore plus, je vais être juste pris pour un fou. Et donc on doit arriver à expliquer ça. On doit expliquer que, en fait, on a juste dégrippé le système. Et qu'en dégrippant le système, on a recréé la productivité et que c'est complètement contre-intuitif, mais qu'en fait, une fois qu'on le vit, ça devient tellement évident. Intéressant. Là, on peut se dire, LDLC, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait partie des plus belles success stories françaises.
On pourrait penser que c'est une vie facile, confortable, une super trajectoire si on regarde les courbes. Pour arriver à ça, moi je le vois dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'est challengeant à plein de niveaux. Ça a été quoi pour toi un gros challenge que tu as vécu qui a été dur émotionnellement pour en arriver là où tu en es? Alors là, comme tu le dis, effectivement, l'histoire, quand tu prends le point de départ et le point d'arrivée, c'est une belle ligne, c'est magnifique. Si tu vas voir le cours de bourse, tu verras que la ligne est beaucoup moins stable et elle reflète justement les accidents et les difficultés. On est rentré à 7, on est tombé à 0,80, on est remonté à 25, on est retombé à 2, on est remonté à 70. Ça c'est dur, on en reparlera juste après. Donc voilà. Et forcément, la courbe reflète tout ce qui a pu se passer comme accident. Mais le plus gros qu'il y a eu, je t'ai parlé 3 fois là déjà d'un accident qu'on a vécu de logistique. Ça a été celui-là, c'était en 2005. La boîte vient de faire le fameux milliard de francs. L'entrepôt est trop petit, on déménage d'entrepôt, on va dans un nouvel entrepôt. Et puis à ce moment-là, on fonctionne, on se fait tous confiance, on ne regarde pas. Enfin, on est une entreprise libérée avant l'heure. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé la question du modèle, mais en réalité, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Et puis on arrive dans cet entrepôt, et je me rappelle du jour où j'arrive dans l'entrepôt, la première fois que je le vois, j'ai totalement fait confiance. Là, on va le lancer, ça marche, on a fait des pré-tests, tout est OK. Et je regarde le responsable, je lui fais « c'est trop petit ». Il me dit « non, Laurent, t'inquiète, tout est étudié, tout est nickel, c'est prévu pour ». OK. Et c'est trop petit. Et on est en juin 2005, on balance tout le stock dans l'entrepôt après avoir fait un pré-test. Et du jour au lendemain, la machine ne sort plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, les commandes sont prises, le stock est en place, mais le logiciel sature et il n'est plus capable de ranger les pièces dans l'entrepôt. Et il n'y a plus une commande qui sort pendant 15 jours. Wow. Donc les gens peuvent acheter, les clients peuvent acheter. Les stocks annoncés sont vrais, mais il n'y a rien qui sort. Mais toi, à ce moment-là, tu pètes un câble, j'imagine. Comment On va se retrouver le 14 juillet, je me rappelle très bien de la date puisque je suis au bureau ce jour-là, avec 30 000 commandes de retard. Putain. Et une capacité à en traiter maximum 2000 par jour. Et à ce moment-là, quand on en traite 300 par jour, c'est le maximum. Et là, tu te dis, ça va exploser. Et même, pour la petite histoire, ce jour-là, j'étais avec mon frère, je lui dis, on est mort. Si Rue du Commerce nous rappelle là maintenant, je vends pour 1 euro pour sauver la boîte. Plus tard, quand je raconterai ça à Rue du Commerce, ils me diront pourquoi t'as pas appelé. Mais à ce moment-là, voilà, tout le monde dans la boîte se dit c'est foutu. On a fait une belle histoire, mais on a explosé en vol parce qu'on a raté notre déménagement logistique. Parce que pour bien comprendre comment ça peut amener l'entreprise dans le mur, c'est quoi qui risque de se passer en fait? C'est que... en fait, on ne sait plus livrer les clients. On doit prendre des commandes. On a des CRF qui nous a écrit en disant vous écrivez sur le site que vous arrêtez de prendre les commandes ou que vous fermez le site jusqu'à ce que le problème soit résolu. On dit mais on ne peut pas écrire un truc pareil. Si on écrit un truc pareil, on est mort. Donc on met des délais plus longs sur le site. Ça commence à se voir. Les forums sont en train d'exploser de clients qui disent au vol LDLC me livre pas, etc. Mais comment tu fais? Tu arrives à dormir dans cette période-là? En fait, le pire dans cette période-là, c'est que tous les matins, tu dois arriver devant tes équipes en disant « on va s'en sortir ». Et c'est ça que j'ai vécu de plus dur. C'est-à-dire que dans ta tête, tu n'y crois pas plus qu'eux. Tu vois le truc en te disant « je vois vraiment plus comment on peut s'en sortir ». Mais si toi, tu lâches, tu sais que tu es le dernier maillon qui fait que ça explose et que tout tombe. Et donc tous les matins, tu arrives avec un grand sourire en disant « les gars, je sais qu'on va y arriver. Je sais que ça va sortir ». Et tu as ce masque en fait qui fait croire que tout va bien alors que tu peux pas. Et là, psychologiquement, c'est très dur. Parce qu'en fait, oui, dans ta tête, tu fais « putain, tout ce que j'ai construit va s'effondrer. Ouais, c'est mort, mais je ne dois pas le dire parce que je suis le dernier rempart. Je suis le dernier à pouvoir faire croire aux autres que j'y crois. » Et avec un optimisme démesuré. C'est-à-dire qu'en plus, tu dois le faire de façon... ton visage, on doit lire que on s'inquiète pour rien. Et ça, je l'ai vécu de façon, ça a duré au moins 15 jours où je l'ai vécu de façon très très lourde. Et comment on fait ça? Parce que moi je vois des cas où ma boîte Paradox est passée par des phases de challenge et où il y a ce même dilemme de ça va déjà pas, donc il faut qu'en plus que les équipes elles soient impliquées, qu'elles soient concentrées. Ce dilemme de si tu fais un truc mais que ça sonne un petit peu faux, ça peut être pire. C'est-à-dire que vu que tout le monde est conscient qu'il y a un problème potentiellement à résoudre, comment on fait pour se mettre, comment tu fais pour te mettre dans cet esprit où en fait tu vas les embarquer avec toi? Et il y a d'ailleurs une sous-question à ça, c'est
tu veux pas non plus qu'ils banalisent le problème. Non, t'es pas dans la non, mais alors on est conscient tous du problème, mais tu restes optimiste sur on va trouver les solutions, il y a ça qu'on a prévu, on va s'en sortir, on va passer le cap. Mais mais t'assumes que le problème il est grave. Ah bah complètement, puisqu'à ce moment-là tu te dis c'est foutu. Donc le problème il est grave, ça c'est pas quelque chose que tu changes dans comment tu t'en parles. Par contre on va trouver des solutions, on est capable de trouver des solutions. Tu te bats pour trouver des solutions. Pour te dire un truc, à l'époque on commence, une des premières choses qu'on va faire d'ailleurs, c'est que le logiciel qu'on a pris à l'époque on va le débrancher, puisqu'en fait il marche pas et qu'on a tenté d'avancer avec la boîte qui s'en est occupée et que elle c'est des process, c'est tous les 15 jours on fait une mise à jour. Et tu fais mais on peut pas attendre 15 jours de plus, on va mourir, donc on débranche le logiciel. Et on a une chance à l'époque, c'est que moi et mon frère on développe, que en fait, je me rappelle, un soir, je vais partir à 23h de chez moi, et en disant je reviendrai quand j'aurai résolu le problème. Et je vais bosser 3 nuits et 3 jours à redévelopper. Dans les bureaux, la partie qui foire pour faire un pont, une bascule par-dessus, puisqu'on n'a jamais voulu corriger comme il fallait. Et au bout de 3 jours, je vais mettre ça en place. Et à partir de ce jour-là, on va commencer à baisser. Il va falloir encore 2 mois pour s'en sortir complètement. Mais il y a de l'espoir qui commence à arriver là. Mais à ce moment-là, ça bascule. C'est-à-dire que même si on a ces fameux 30 000 colis de retard qui vont devenir 29, puis 28, puis 27, puis etc. Oui, la courbe elle est en train de se rattraper. On n'est plus dans la pyramide qui monte sans arrêt. On est dans l'inverse. Par contre, il faut 2 mois pour s'en sortir. Parce qu'il y a tellement de retard, il y a des clients, il y a tellement de choses à rattraper qu'on se fait toujours incendier sur les forums, et puis on va éteindre les feux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se fait incendier sur les forums, j'avais prévu ça dans mon programme, c'est dès que vous voyez un message extérieur, vous demandez le numéro de commande, on traite en priorité. C'est-à-dire qu'on éteint tous les feux qu'on voit apparaître. Pour que de l'extérieur, on voit de moins en moins. Mais très concrètement, pour te donner un chiffre, on avait fait 150 millions donc l'année d'avant. On était sur un trend où on devait faire 220 millions cette année-là et on atterrit à 110. On vient de changer d'entrepôt, on vient de changer de siège social. Donc tu as largement plus de coûts. Les charges ont explosé et le modèle n'est plus fait pour. Et donc derrière, il va nous falloir 2 ans pour rattraper la perte, pour redevenir rentable et pour repartir de l'avant. Donc toute cette période-là, elle a été hyper dure. Et d'ailleurs, quand on arrive donc ça c'était en 2005, quand on arrive en 2008, c'est le moment où on se dit ça y est, c'est reparti, on peut repartir. Là, tu respires quoi. Et ce moment-là, il y a la crise mondiale. Et là, tu as un coup dans le dos où tu fais putain, je me suis défoncé 3 ans. Tu t'es pas fatigué en plus après ces 3 ans? Justement, tu es fatigué, tu t'es défoncé 3 ans. Et au moment où tu te dis ça y est, j'ai du challenge, je peux repartir. Maintenant, c'est le monde qui déconne, c'est pas moi. Et là, pour le coup, j'ai appelé Rue du Commerce. Je leur ai dit, je vends. Et on a discuté pendant 6 mois et puis ça s'est jamais fait. Et aujourd'hui, c'est moi qui les rachète. C'est incroyable. Ils regrettent, non, peut-être? De l'époque, alors c'est plus la même équipe dirigeante, donc ils sont plus, c'est plus la même chose, mais ils ont eu de belles occasions. C'est ouf, ouais, c'est incroyable. Et comment, avec du recul, c'est quoi qui permet dans cette période-là, ces 3 ans, puis après les 6 mois de négociation avec Rue du Commerce, de récupérer de l'énergie? Parce que je trouve que c'est ça qui est dur en tant qu'entrepreneur, c'est que tu as ta tête tout le temps dans ton business. En fait, ce qui se passe au moment où on se dit non avec Rue du Commerce, c'est que je me dis, mais finalement, bon, maintenant que tu es posé, le temps est passé, cette année 2008, regarde le marché, il n'y a personne qui fait rien. En fait, elle est mauvaise pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est en train d'en profiter en vrai. Et je dis, prends le problème à l'envers et dis-toi que tu as un an de répit. Mais de pur répit. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le stress de ce qui s'est passé avant et tu n'es pas dans la compétition puisque personne n'avance. Donc tu vas bosser cette année-là pour refaire le site, pour refaire les choses, pour que dans un an, quand tout va repartir, tu sois prêt. Parce que tu as de l'argent en banque? Parce qu'on a de l'argent, parce que justement, on est redevenu. C'est pour ça que c'est vraiment le moment où on est censé repartir et où je me dis, waouh, cette crise m'empêche de tout faire. Et je dis non, on va faire le contraire. On va investir sur cette année pour construire, pour qu'en 2009, quand ça repart, on soit prêt. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'en fait, donc on était tombé à 110, on était remonté rapidement à 150, et puis on stagnait à 150. Et puis si tu regardes les chiffres après 2009, on ne fait plus que de la croissance, c'est-à-dire qu'on fait 10, 20, 25% de croissance par an. Parce qu'en fait, ce qu'on a construit pendant cette année-là a permis d'avancer. Après, il y aura des acquisitions qui vont nous faire grandir. Il y a le Covid qui va nous faire grandir. Puis ensuite, on va redescendre un petit peu, puisque vous êtes suréquipé pendant le Covid, et donc après, tu as un cycle qui a été cassé d'équipement. Donc on a une petite chute du chiffre derrière. Et qu'il faut que le cycle, là, 2024-2025, on devrait recommencer à rentrer dans des cycles. Mais voilà, ça a été vraiment pour moi, s'il y a une période que j'ai très très mal vécue de façon invisible,
C'est celle-là. C'est celle où t'es pas en burn-out, mais T'es pas loin, t'es pas loin, quoi. Tu sens qu'il y a, enfin, que tu vas craquer. Et d'ailleurs, je me rappelle de moments où je suis seul et où, oui, où je suis point de craquer, de dire waouh. Et puis tu ressors de ton bureau 5 minutes après et tu vas refaire un sourire devant tout le monde. Parce que ça doit pas se voir. Et avec du recul, là, si quelqu'un par exemple qui nous écoute est dans une période comme ça, tu lui conseillerais quoi pour récupérer de l'énergie, s'oxygéner mentalement aussi, mieux vivre cette période? Alors mieux vivre la période, je pense que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Je pourrais te dire par rapport à... Là, je vais parler dans le futur et j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter à l'époque, mais il y a un truc dans lequel je me suis mis il y a 10 ans. La première fois, c'est parti d'une discussion, un after-work de la boîte où on parlait méditation. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça sert à rien, je vois pas l'intérêt, ne rien penser dans sa tête, génial. Surtout que c'est loin du profil ingénieur. Totalement, c'est complètement incohérent. Puis je discute avec la fille, puis je déteste ne pas comprendre. Donc le soir, je rentre chez moi, j'installe Headspace et je me dis, tu fais 30 jours, puis tu verras. Ok. Et puis au bout de 20 jours, je me rends compte que j'en ai besoin. Mais besoin. C'est-à-dire que c'est même pas, si je fais pas ma séance, il manque un truc. Tu fais des séances de combien de temps? 20 minutes. Très vite. Je commence à 5, 10, mais très vite 20 minutes, et maintenant toujours 20 minutes. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi j'ai besoin de ce truc-là? Tu sais pas, mais tu sais que tu en as besoin. Et puis avec le recul, et là je parle de 1 ou 2 ans plus tard, tu te dis, j'ai plus le même caractère qu'avant. C'est pas que je me suis adouci, c'est que j'ai de la résilience de plus en plus. C'est que je suis capable de digérer les choses. Et il y a un truc que je me suis rendu compte, je suis scorpion, très vif, je peux attaquer, je peux faire mal. Et j'ai parfois envoyé des mails en interne très violents. Sous le coup de la colère? Sous le coup de la colère. Et puis la colère, il fallait un temps pour qu'elle passe. Aujourd'hui, je me rappelle très bien d'une fois, et ça m'a marqué ce jour-là, j'étais au ski, je reçois un mail d'un collègue, et le mail m'exaspère. Et je me dis, mais c'est pas possible, comment on peut écrire des trucs pareils? Et je m'énerve, et l'expression tourner en rond, je l'ai vécu parce que j'étais autour de la table de la cuisine, et je tournais en rond autour de la table énervé, et je me suis dit, ouais, on est en plein dedans. Et puis au bout de 10 minutes, je me pose, et c'était passé. Mais quand je te dis que c'était passé, c'est, ça y est, je suis redescendu. Je vais faire une réponse qui est très clean. La personne ne va pas se rendre compte que j'ai eu cette montée de tension. Et puis on va traiter le problème. C'est pas grave, c'est rien. On va juste aller de l'avant. Et le gars en face, il a rien vu de ce moment de pic. Et ça, avant, j'en étais pas capable. Avant, j'aurais pas su prendre ce temps. Là, tu médites quand aujourd'hui? C'est quand dans la journée? Le soir. Le soir. Le soir, j'ai essayé le matin, mais j'y arrive pas. Surtout que je suis lève tôt. Je fais du sport le matin. Ok, c'est une forme de méditation aussi. Oui, c'est une autre forme. Et puis je commence très tôt. Je suis au boulot à 6h. Ok. Parce que j'adore cette période de 6h à 9h où il n'y a personne. Et où tu avances ta journée. Parce que quand tu gères une boîte, à partir de 9h, finalement, tu t'occupes des autres. Et tu n'as plus le temps de gérer le concret. Donc de 6 à 9 au bureau, tu es plutôt dans un mode deep work à avancer sur quoi par exemple? Alors il faut savoir que je fais encore beaucoup je suis encore beaucoup dans l'opérationnel. Ok. Donc je peux avancer sur plein de choses, je peux avancer sur de la stratégie, je peux avancer sur du développement. Mais ça veut dire quoi à 1000 personnes l'opérationnel pour toi? Bah tu vas prendre par exemple le logiciel antifraude du site, c'est moi qui le développe. C'est toi qui le développe? Le logiciel, tu le codes? Totalement. Mais par choix? Parce que j'aime ça. Okay. Et que ça fait partie du truc. Le logiciel, toute la partie gestion des achats, le logiciel qui est derrière, c'est moi qui le développe. J'achète tout encore. Seul? Oui, tout seul. T'as pas J'ai pas d'équipe, non. Ok. T'as pas des potes qui te disent mais pourquoi tu fais ça, Laurent? Si, il y en a plein. Mais en même temps, quand tu fais ça, tu es encore dans la boîte. Parce qu'à travers ces outils, à travers les tests, parce que j'achète encore, je suis encore acheteur à côté de... Il y a des segments entiers, tout ce qui va être mémoire, tout ce qui va être SSD carte graphique, l'acheteur qui est derrière ça, c'est moi. Je sais pas si tu as vu Patron Incognito, à un moment on parle, on parle des ordinateurs et je dis c'est moi qui les achète et c'est vrai, c'est moi qui les achète, c'est moi qui les source, c'est moi qui vais voir les fournisseurs. Alors c'est une super question parce que du coup, comment... Donc moi par exemple, quand la manière dont j'ai développé mon entreprise, j'ai appris tous les métiers de ma boîte. Je pense que j'ai été influencé par un peu la philosophie de mon père qui était assez fier d'être quelqu'un d'autodidacte, qui peut apprendre différentes choses. Mais je me suis rendu compte que je limitais énormément la croissance de mon entreprise parce que du coup,
il y avait trop de choses qui dépendaient de moi. Et encore aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je suis encore dans trop de boucles. Et donc, quelque part, je suis un comment on appelle ça, un point de, j'ai plus le terme, enfin, je suis un passage, enfin. Je suis un point de bloquant de plein de projets. Où est-ce que toi tu poses la limite de, en fait, non, ça, je suis pas censé m'y mettre parce que je vais bloquer le développement. Alors tu vois, dans ce que je viens de te dire, c'est des métiers où je ne suis pas dans une boucle, je suis en fin de chaîne. Quand j'achète, finalement, je ne suis pas dans une boucle, je ne bloque pas le process de fonctionnement de la boîte. Quand je vais participer à un projet, je fais partie de la boucle, mais je ne suis pas bloquant et je ne suis pas obligatoirement dans tous les projets. C'est-à-dire, on parlait de la relation client, par exemple, qui tourne bien, je ne m'en occupe jamais. C'est une horloge. J'ai totalement confiance dans les équipes et je n'ai pas besoin de regarder ce qui s'y passe. Donc ça, logistique, tout ça, c'est tout géré. Dès qu'une chose tourne bien, je suis pas dedans. Si une chose va moins bien, je vais aller me mettre dedans et je veux tout comprendre et je vais essayer de voir ce qu'on peut changer, à quoi on n'a pas pensé. Tu parlais de la logistique. En ce moment, la logistique, il me voit souvent parce que justement, on a changé le système, ça fonctionne, mais je vois des choses qu'on peut améliorer. Et donc, je vais souvent être derrière eux en disant comment on peut faire pour améliorer ça, comment on peut travailler, parce que là, je suis sûr que le flux peut être meilleur. Et je vais m'intéresser à ce moment-là à ce truc-là. Et puis, le jour où tout ira bien, j'oublie, ça n'existe plus pour moi. Et j'irai me focuser sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai souvent dans les remarques internes, mais pourquoi c'est moi que t'embêtes, Laurent? Alors que là, il y a un truc qui ne va pas à côté. Je dis parce que ce truc qui ne va pas à côté, il n'est pas stratégique. Et c'est à eux de le gérer. Là, ce que toi, tu es en train de faire, c'est stratégique pour la boîte, donc je me focus dessus. Et puis le jour où ça tournera, je ne serai plus là. Et quand tu descends dans un département, tu es plutôt en mode... parce que tu disais justement, je rentre dedans, je comprends tout ce qui se joue, à apporter des solutions ou à poser des questions de comment on peut trouver la solution? Les deux, parce qu'en fait, tu peux pas arriver en disant j'apporte des solutions si tu connais pas. Il faut comprendre. Donc en fait, je vais commencer par poser énormément de questions, comment vous travaillez, comment vous faites ça. Et puis à partir du moment où tu as regroupé les informations, en fait, c'est la notion, ce que j'explique souvent, c'est ce que tu appelles la big picture. C'est-à-dire que souvent, les gens vont travailler chacun dans leur coin. Isolés, ouais, ils n'ont pas les implications. Et optimiser chacun leur service. Sauf qu'en optimisant leur service, des fois ils vont rendre moins optimal un flux et moi je vais plus essayer de voir la big picture, de comprendre, de dire ok, là vous êtes en train tous les deux de me dire ce que vous faites c'est ce qu'il y a de mieux, mais vous n'arriverez jamais à travailler ensemble si vous ne faites pas des concessions l'un envers l'autre. Et je vais plus essayer d'arriver sur cette notion de big picture et de dire bon bah maintenant que j'ai vu le truc global, voilà comment vous allez pouvoir mieux travailler ensemble, et réfléchissez-y ensemble pour voir sur ces bases comment vous pouvez aller plus loin que dans le détail, parce que je connais pas le métier de chacun. Je suis pas, j'ai fait les postes un peu comme toi d'ailleurs, hein, ça me fait sourire souvent. Le côté, j'ai occupé tous les postes de la boîte, de femme de ménage jusqu'à patron, parce que quand tu passes de 1 à 1000, finalement tu as tout fait. Mais oui, des choses ont changé depuis, tout n'est pas pareil, il y a des choses qui ont grandi et je peux pas connaître le métier de chacun. Par contre, je vois la big picture. Je sais comment elle fonctionne. C'est là que je vais venir aider. Ok, donc il y a le côté big picture, le lien entre les départements. Est-ce que par exemple, là je vais te prendre un exemple concret récent, on est en train de changer de toute l'infrastructure de gestion des clients en mode subscription. On appelle ça le payment project, donc ça va du compte utilisateur, le checkout pour qu'il paye, à la gestion des invoices. Donc ça fait travailler du coup l'IT, le pôle revenu, le pôle finance, etc. Pour l'instant là, j'ai essayé de lâcher prise comme j'ai jamais fait, donc ça c'est déjà un progrès pour moi. J'ai récupéré des erreurs en allant moi-même potentiellement lire l'API de tel outil. Et donc c'est un vrai dilemme que j'ai aujourd'hui, qui est que je sais que l'entreprise a besoin que je lâche de plus en plus, ce que je fais, et j'ai du mal à trouver le curseur. Parce qu'il y a des fois des points que j'aurais pas réussi à trouver. En tout cas pour l'instant, je sais pas comment m'y prendre pour que ça soit les équipes qui le trouvent eux-mêmes, et je vais trouver un problème en allant creuser moi-même une documentation, par exemple sur la fiscalité. J'en sais rien, je vais avoir lu la convention collective, et donc du coup ça va me donner des idées de questions que je peux poser aux avocats ou à ma directrice financière que j'aurais pas su poser sans me chercher moi-même. Mais encore une fois, je sais que j'ai un peu un biais à
à plonger dans un domaine. Donc je sais pas si ma question est très claire, mais... Si, parce que j'ai le même biais, donc je vois très bien de quoi tu parles, mais à un moment tu peux plus, c'est-à-dire que je vais te prendre concrètement, je suis développeur au départ, en tout cas c'est par passion, j'ai commencé à coder à 10 ans, donc j'ai codé toute ma vie, c'est aussi pour ça que j'en fais encore aujourd'hui. Tu te retrouves face à des moments, des architectures qui ont été choisies dans la boîte, de code, des projets qu'on met un certain temps à développer, où tu vois aussi les équipes qui travaillent ensemble et tu dis si j'avais fait moi-même j'aurais pris la moitié du temps, et c'est pas pour dénigrer le travail qu'ils font, c'est simplement qu'en fait comme toi tu as toute l'intelligence dans ta tête du truc, bah forcément t'as pas besoin d'écrire des papiers, t'as pas besoin de réunions, t'as pas besoin de et si tu codes le truc toi-même, bah oui ça va aller plus vite parce qu'en fait il n'y a pas de transmission d'informations, il n'y a pas de partage de tâches, tu as tout le contexte de toute l'historique, et du coup bah, à un moment, il faut accepter que la boîte change, qu'elle grandit et que tu ne peux plus. Et c'est là d'ailleurs que tu comprends qu'on parlait des gros par rapport aux petits et l'agilité des petits, bah, que tu perds l'agilité. Parce que, oui, la structure de la boîte fait que tu ne peux plus fonctionner comme ça. C'est très frustrant. Mais à un moment, ça ne marche plus, donc il faut l'accepter et dire... bah, c'est aussi parce que j'ai une boîte qui est capable de générer tout ça aujourd'hui. Je dois toujours faire attention du coup aux tout petits parce qu'eux ils ont cette agilité que j'ai perdue. Mais en même temps, si je fais pas ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Et puis, comme tu le disais, les idées qu'on a parce que on voit toujours tout au global, eux ont la tête dans le guidon, dans leur truc. Souvent, le marketing est arrivé vers moi avec un plan marketing génial, extraordinaire, et en 2 minutes, tu démontes tout en disant c'est ça qui marche pas. Mais vous êtes dans votre univers, moi je suis à l'extérieur. C'est-à-dire que ils sont tellement dans leur truc qu'ils ne voient pas de l'extérieur. Et toi, tu vois tout de suite, tu te mets à la place du client, la position qu'ils n'ont pas toujours pu prendre parce qu'ils ont leur idée, leur schéma de pensée, et tu dis, non, ça ne marche pas. Ça frustre. Mais ce n'est pas un échec de leur part, en réalité, ce n'est pas qu'ils ont mal travaillé, c'est qu'en fait, ils vivent dans un monde, et cette fameuse big picture dont je parle depuis tout à l'heure, c'est ça qu'on a, et qu'on a aussi parce qu'on est le fondateur et qu'on s'intéresse à tout, et que tous les jours, on veut tout comprendre. On peut comprendre que les salariés dans la boîte n'aient pas tous les jours envie de tout comprendre dans la boîte et de tout voir. Et nous, on va s'intéresser à plein de choses qui vont au-delà et qui font qu'on ait le poil à gratter parce qu'à chaque fois qu'on arrive avec ses idées, à chaque fois qu'on arrive avec ses trucs, il nous emmerde avec son truc là. Mais qu'on ait aussi le petit truc qui fait que de temps en temps, ça va bouger différemment. Par rapport à ça, je lisais un livre que j'adore là, de Ray Dalio, Principles, et il décrit dans le livre... Donc tu vois qui c'est Ray Dalio ? J'ai pas lu, non. Vraiment, c'est une machine hyper inspirante. C'est un des plus gros fonds d'investissement américains, enfin mondiaux, avec une des belles trajectoires. Bref, c'est quelqu'un de très, très ingénieur dans sa manière de réfléchir. Le livre est vraiment excellent, je te le conseille. Très out of the box aussi dans sa manière de... C'est extrême, hein, la culture qu'il a créée. Toutes les réunions sont filmées, accessibles à tout le monde. Peu importe où tu es dans l'entreprise, donc il a sa vision du monde. Je suis pas tout aligné avec, mais j'aime le fait qu'il explore sa propre manière de faire. Là il a 75 ans, quelque chose comme ça, et donc tu as toute une partie il essaie de rendre son organisation indépendante de lui, et donc c'est un niveau maintenant où ça passe par avoir des CEO, etc. Toi, est-ce que tu avances dans cette idée, justement, là, ce côté global d'avoir des gens dans l'organisation qui sont capables de le faire à ta place, de créer ce lien ? Il y a de plus en plus de ça. Après, le truc le plus dur, c'est l'imagination, la création. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de gérer ou de prendre les sujets à ma place, il y en a de plus... Enfin, j'ai les équipes. Là où, de temps en temps, il me manque, c'est le côté... création out of the box, c'est de dire comment challenger, comment aller un peu au-delà, et où enfin même les plus proches de moi aujourd'hui vont me dire Laurent, t'as des idées, des fois t'es taré. J'ai hésité à te dire ça marchera jamais. Alors des fois ça n'a pas marché, faut le dire. Mais des fois ça a marché et ça me surprend. Typiquement, quand on se lance dans le physique, quand on commence à ouvrir des boutiques, je me rappelle, pour le coup, ils ont quand même osé me le dire, c'est Laurent, mais pourquoi ? On est à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait Virgin qui fermait, Pixmania fermait l'intégralité de ses points de vente. C'était l'époque où on parlait de la fin du retail. Et j'arrive au conseil d'administration et je leur fais on va ouvrir un réseau de magasins. Et ils me regardent tous en me disant Laurent, t'as pas lu l'actualité ? C'est tout le contraire qui est en train de se passer. On est en plein dans la fin du retail. Il a fait non mais en fait c'est juste que le retail change, c'est-à-dire qu'on va plus aller chercher les emplacements A, on va chercher les emplacements B, il faut prendre le problème à l'envers. Mais
là, vous êtes en train de me dire, aujourd'hui, on occupe 30% du marché global de l'informatique sur Internet. Mais si on va à 35, c'est le maximum, parce qu'on n'enlèvera jamais au plaisir d'un client d'aller dans une boutique, de se balader le week-end, d'avoir un achat spontané, de voir le matériel. Et si on n'y va pas, c'est 65% de clients qu'on n'adressera jamais. Donc on doit y aller pour prendre des parts de marché aux autres maintenant. Et les autres, c'est les retailers. Et donc tu es plus un profil à prendre une décision rationnelle ou c'est un peu émotionnel, intuitif C'est très intuitif. Ça part d'une décision intuitive, c'est-à-dire que c'est un feeling. Par contre, tu sais l'expliquer. Ça va être perçu comme une décision intuitive dans la boîte. C'est-à-dire que je vais arriver du jour au lendemain, je vais dire on fait ça. Ils vont me regarder genre ça y est, Laurent a une idée tarée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai eu l'idée et à partir du moment où j'ai eu l'idée, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai consulté. Ok. Mais de façon dans mon coin. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée packagée toute faite. Typiquement sur ce sujet des boutiques, le jour où j'arrive, j'ai consulté pour de la franchise, j'ai vu des experts, j'ai vu eux ne savent pas. Parce que tout ça, je l'ai fait. T'as pas un chief of staff ou une chief of staff qui t'aide sur ces projets un petit peu parallèles Non. Tu fais ça tout seul? Je fais parce que je suis dans mon truc et j'avance. Et à partir du moment où le projet... T'as personne en interne qui est au courant de ce truc-là à ce moment-là? Tant que je ne l'ai pas exposé, non. Intéressant. C'est sur tous les sujets, même si tu prends la semaine de 4 jours, c'est pareil. Je vais passer une semaine à penser et au bout d'une semaine, je vais aller voir mon frère, je vais lui parler du projet, je vais lui expliquer. Il a quel rôle? DG, finance, enfin toute la partie back-office, okay. Finance, RH, logistique. Et je vais lui expliquer, voilà, j'ai pensé à ça. Donc lui, de base, c'est pas le profil qui est très pour tes idées. Au départ, c'est le profil qui va venir mettre de la retenue dans mes idées. Ce qui est bien, ce qui est utile. Tout à fait. Et c'est le profil, et c'est le premier que je vais aller voir parce qu'une fois que j'ai l'idée, c'est lui que je vais devoir convaincre. Mais au moment où j'arrive, je suis blindé. C'est-à-dire que j'ai tout lu, j'ai tout consulté, je sais où je vais, j'ai fait faire des études à l'époque de la franchise, j'ai fait travailler une boîte de franchise sur la rentabilité du modèle. C'est-à-dire que je suis armé quelque part avec mon idée. Comment on fait pour faire la compétition avec des boîtes comme Amazon, des géants, des gros groupes, et qui sont prêts en plus à perdre de l'argent pour pouvoir prendre le marché? Comment on fait pour gagner contre eux? Alors quand tu parles d'Amazon, c'est très marrant parce que j'ai lu leur histoire, et leur histoire, elle est excellente sur les 2 premières années. Je lisais le truc et je disais, waouh, il a écrit mon histoire. Pendant 2 ans, tu lis les 2 premières années d'Amazon, tu vis l'histoire d'LDLC, l'ambiance, le groupe, la façon dont ça grandit. C'est strictement, j'aurais pu presque écrire mot pour mot ce qu'il écrit. Il écrit quoi, juste pour que moi la petite équipe qui grandit, le collectif, l'esprit d'équipe qui va se développer face à un marché qui est tout à prendre, enfin tout ça. Et puis, il fait une levée de fonds. De combien? Je crois 100 millions d'euros. Wow. Et là, tu as le moment où ça déconnecte. Je ne peux plus suivre, je ne pourrai jamais suivre, ça n'arrivait pas en France, et c'est notre premier levée de fonds, nous c'était 3 millions d'euros. Et effectivement, à partir de ce moment-là, tu sais que tu n'as plus aucune chance contre Amazon, surtout que la suivante sera d'1 milliard, et tu fais OK. C'est là qu'on perd le truc. Après, effectivement, tu te retrouves donc face à ces géants des années plus tard, et tu dois grandir vis-à-vis d'eux. Et il faut savoir qu'LDLC, quand on est né, forcément, comme tout le monde, on s'est battu sur le prix. C'était le seul moyen de se faire connaître sur Internet. Les gens, au moment où on a créé le site, un petit détail, on ne pouvait pas payer par carte bleue sur Internet. Donc tu envoyais un chèque, donc il fallait vraiment faire une démarche volontaire, donc il fallait que le prix te fasse venir. Et on s'est battu pendant 2 ans à peu près comme ça, jusqu'à ce que les concurrents arrivent, type Rue du Commerce, Grosbil, Pixmania, les concurrents de l'époque. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un article du journal du Net qui faisait le classement de pourquoi les Français achètent sur Internet. Et premier du classement, le prix. 70% des Français achètent pour le prix. Et puis après, tu avais toute une liste, la qualité du service, etc. etc. Et on galérait, on a toujours été rentable, mais on galérait, t'es sur ce point mort, t'arrives pas à grandir, t'arrives pas à investir parce qu'on n'a pas levé assez comparé à d'autres qui ont déjà fait des levées encore supérieures aux nôtres. Et je regarde ce truc et je me fais, donc il y a 30% des Français qui regardent pas le prix. En tout cas, c'est pas leur priorité. Et bien on va s'adresser à eux. On va aller chercher cela. Et pourquoi on va aller chercher cela? Parce que fondamentalement, à partir du moment où ils ne regardent pas le prix, ils sont fidèles. Parce que si tu ne regardes que le prix, ça veut dire que tu vas changer de crèmerie tous les 3 jours. Si tu regardes le reste, ça veut dire que tu cherches autre chose.
Et tu cherches, donc ça pourrait être quoi? La relation client? La relation client, le SAV qui doit être parfait, le contact, relation client, contact téléphonique, la vitesse de livraison, Ouais. l'expérience sur le site, enfin tous les aspects qui font qu'en fait tu cherches un service, une relation plus qu'un prix, et tu es prêt à payer un peu plus cher, comme tu le fais dans plein de choses dans la vie, parce que tout le reste te convient. Et donc on s'est dit, on va se focuser sur ces 30% là, et du coup ça nous permet d'être rentable, ça nous fait un peu moins de clients, on est devenu pas moins gros nécessairement, mais en tout cas on est passé derrière les autres qui cherchaient le prix, mais qui n'avaient jamais de rentabilité, parce que se battre contre Amazon, effectivement, quand une stratégie, qui y en a une parmi d'autres, si j'avais eu l'argent qu'ils ont, j'aurais eu strictement la même, qui est dire, ma stratégie en France n'est pas la rentabilité, c'est de prendre des parts de marché, donc je fais du prix, je m'aligne toujours sur le moins cher, et puis la rentabilité, j'irai la chercher le jour où j'aurai le marché. Si j'avais été Amazon, j'aurais fait la même chose, donc je leur en veux même pas. Mais en fait, on s'est battu sur cette notion de dire, on va aller chercher les autres, et puis on va se battre avec ça. Et globalement, on a toujours été rentable, sauf crise de développement ou autre, mais on a toujours généré de l'argent. Et c'est ce qui nous a permis de durer jusqu'à aujourd'hui, parce que les noms que je t'ai donnés tout à l'heure, soit ils vont mal toujours, soit ils n'existent plus. Parce que c'est le problème avec le prix, c'est qu'il peut avoir qu'un gagnant. Il peut y avoir qu'un gagnant, c'est surtout qu'en fait, c'est celui qui a le plus de moyens. Parce qu'en fait, quand tu fais du prix, il faut se le dire, je comprends qu'un client aille sur tel ou tel site parce que le prix est le moins cher. Mais quand tu fais ces prix-là, tu ne peux pas gagner d'argent. C'est de la vente par à perte, c'est pas le terme, c'est de la vente sans la rentabilité qui va derrière. Et seul le fait d'injecter constamment de l'argent dans la boîte permet de survivre à ça. Et forcément, quand tu es Amazon et que tu lèves 1 milliard, tu peux le faire. Quand tu es Amazon et qu'aujourd'hui tu as AWS qui est une cash machine, tu peux le faire. Et quand tu as une boîte en face, tu peux le faire un certain nombre d'années. Toutes ces boîtes que je t'ai citées ont été rachetées par des plus gros groupes qui ont injecté de l'argent pendant des années. Et puis qui un jour, si le modèle n'y arrive pas, si le point mort n'arrive pas, finissent par laisser tomber et arrêtent. Et c'est parce qu'on a été différent, parce qu'on est critiqué sur nos prix de temps en temps. On dit LDLC c'est cher, je ne sais pas chez eux parce que c'est plus cher. Non, on n'est pas plus cher, on est au prix qui permet à une boîte de survivre. Et c'était la question que je voulais te poser. Donc une fois que tu te dis, ok, je ne vais pas prendre les 70%, je vais prendre les 30%, ce qui déjà en soi, je trouvais un super mental model de réflexion. Il y a un livre qui s'appelle de Malcolm Gladwell, David et Goliath, et il retourne la vision de... On pense souvent que David est en difficulté face à Goliath qui est grand, etc. Mais j'aime beaucoup la métaphore de... en fait, David, il est entraîné avec la fronde, il va faire un combat à distance. Goliath, il est grand, mais il n'est pas très rapide. Et donc, qu'on a tous la capacité d'attaquer des géants sur son point faible. Donc ça, j'adore le fait de focaliser sur les 30%. Une fois que tu te dis, nous, on va pas se positionner sur le prix, comment tu es arbitre? On va être 1% plus cher, 2% plus cher, 4% plus cher, 10% plus cher? En fait, il faut savoir en plus qu'au moment où on fait ça, on est leader. On va ensuite se faire rattraper suite à des accidents logistiques ou autres qu'on a eu, mais on est leader sur notre marché, c'est-à-dire que c'est nous qui avons le plus de parts de marché, et finalement, en fait, tous les concurrents s'alignent toujours sur nous. C'est-à-dire que dans cette guerre du prix, c'est nous qui fixons le prix le plus bas, et dès qu'on fixe un prix, ils se mettent en dessous. Et je me dis aussi, finalement, puisque c'est nous qui les poussons à aller vers le bas, et qui vont toujours en dessous, parce qu'ils veulent toujours être en dessous, si je remonte un petit peu, ils vont te suivre. Ils vont me suivre dans l'autre sens. Ça va être vrai au départ, ça va être moins vrai ensuite, parce qu'ensuite ils vont se battre entre eux. Et donc ils vont Dans un premier temps, moi je les fais remonter un petit peu, et c'est ce qui permet à chacun d'améliorer les marges et d'être moins en perte pour eux, parce que j'enlève de la pression. Après, ce qui va se passer, c'est que comme ils sont tous en concurrence entre eux, finalement, ils repartent de plus en plus loin de nous, et eux, ils reperdent la marge. La marge, en fait, après, tu vas plus la contrôler en fonction du nombre de clients que tu maintiens. Il ne faut pas être trop loin du marché, parce que clairement, si tu t'éloignes des prix, on vend les mêmes produits, c'est pas... Je vais dire que tu peux vendre un produit de luxe et un produit entrée de gamme, c'est pas le même produit, tu vas choisir produit de luxe pour certaines choses. Moi, je vends exactement le même ordinateur que tu trouves sur les autres sites. Ouais. Donc à un moment, la seule chose que je peux t'offrir en plus, c'est un SAV, c'est des vrais conseils, c'est d'autres choses, mais sur le prix, il faut que ce prix englobe quelque chose de plus que le produit, parce que sinon, je suis pas crédible. Et c'est là-dessus qu'on va se battre, c'est-à-dire que LLC, on est connu pour la relation client, sur les cours de relation client qu'on fait, on excelle au point de toujours battre tous les autres, et quels que soient les domaines, c'est-à-dire que même quand on est classé dans un domaine, on sait que la note qu'on a bat tous les autres concurrents dans les autres domaines, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Vu qu'on ne se bat pas sur le prix, le reste doit être parfait. Alors, quand je dis ça, tu vas voir un gars qui va dire « moi j'ai eu un souci oui. », ça arrive, mais 99,9% de nos clients vont te dire « LDLC c'est génial », et c'est pour ça
qu'on a des clients. Et c'est pour ça qu'ils restent malgré le fait qu'ils voient. Avec aujourd'hui de plus en plus des clients qui vont venir, il y a ça, et puis il y a un truc que n'aura jamais Amazon, on est français. Et tu as de plus en plus aussi ce type de clients qui vont venir chez nous par rapport au fait qu'on est français, par rapport au fait aujourd'hui en plus encore qu'on a un modèle social dans lequel les gens croient et ont envie de sponsoriser quelque part. Et il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on a de plus en plus de clients qui viennent chez nous pour tout ce qu'on est. Et puis finalement, dans le temps, ces prix, l'écart s'est réduit aussi parce que Amazon a réussi une partie du travail, il y a de moins en moins de concurrence. Et puis finalement, les prix deviennent de moins en moins écartés. Très concrètement, aujourd'hui, quand on est le seul à avoir un produit et qu'Amazon là, il est au même prix que nous, puisqu'il s'aligne sur le moins cher et que le moins cher, c'est nous. Intéressant. Et comment on fait pour arriver à devenir le meilleur en termes de service client? C'est quoi les indicateurs que tu suis? Une fois que tu as décidé ça, là, si demain, quelqu'un qui nous écoute se dit bon, ok, ça me parle, j'ai envie de suivre cette stratégie un peu à la Tony Esch, comment on fait concrètement pour y arriver? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, je pense, qui veulent créer une super expérience client, mais entre le vouloir et que ça se traduise, comment on fait? Alors pareil, quand j'ai lu le livre de Tony Esch, je me suis dit tiens, on est dedans. Alors on n'était pas au point, comme l'anecdote dans le livre, de renseigner le client sur la pizza, même si le lendemain, je suis revenu voir ma relation client en leur disant pensez à la pizza. Mais globalement, c'est un peu le truc. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui, qu'elles voient qu'on performe tous les ans, nous disent est-ce qu'on peut venir voir comment ça se passe chez vous? Et quand ils arrivent sur le plateau, ils disent mais vous êtes combien? Bah oui, il y a une grosse équipe. Parce que pour répondre en 8 secondes en moyenne à un appel, forcément, il faut une équipe qui est capable de répondre en 8 secondes. Donc, il faut une surcapacité parce que quand tu réponds en 8 secondes, ça veut dire qu'il y a des moments où tu as moins de travail. Parce que forcément, tu n'as pas toute la journée besoin de répondre en 8 secondes. Et du coup, il faut mettre des moyens. Mais c'est ça, les moyens en fait qu'on a mis. C'est-à-dire que quand certains ont investi dans le marketing, quand ont investi dans le prix, nous, on va investir sur la relation client. Le SAV, typiquement, très concrètement, aujourd'hui, si c'est un ordinateur en panne ou une pièce en panne, on va te dire, il y a 3 semaines, on renvoie chez le fabricant et on attend que la pièce revienne. Nous, on a dit, on va échanger tout de suite. On va faire le retour de notre côté, on va l'assumer. La pièce resservira plus tard, elle sera revendue sur notre coin des affaires, en occasion, en fait. Mais en fait, on ne va pas te faire attendre. Tu ne vas pas voir qu'il y a un échange de pièces, nous, on te redonne tout de suite la pièce. Mais alors, du coup, ça, pour arriver à identifier, parce qu'il y a j'ai envie de servir le client, et il y a comprendre ce qui est important pour le client. Par exemple, il y a un livre que j'adore qui s'appelle 4DX, 4 Disciplines of Execution. Il donne un exemple qui m'a marqué. Donc, il parle de lagging measure et leading measure. Donc, pour ceux qui nous écoutent, lagging measure, c'est des choses que tu mesures après coup, donc ton chiffre d'affaires, ta satisfaction client, etc. Leading measure, c'est des choses que tu mesures par des choses que tu fais concrètement, donc qui sont, je sais pas comment on dit leading, enfin, qui vont se traduire dans quelque chose. Et il prend une chaîne d'hôtels, je crois que c'est Marriott. Et Marriott essaye justement d'optimiser leur lagging measure, qui est la satisfaction client, qui a pour but même de s'impacter sur le revenu. Et ils font plein de tests jusqu'à se rendre compte que l'indicateur le plus prédictible de la satisfaction du client, c'est combien de temps le client va attendre sa voiture quand il fait le check-out. Mais il faut le trouver déjà, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses dans un hôtel. La qualité du lit, à quelle vitesse on répond au téléphone. Ils vont se rendre compte que l'élément le plus prédictible, c'est ça. Et donc, du coup, après, ils vont partir vraiment en délire. Ils vont acheter des plus gros parkings. Quand tu es la veille de partir, ils déplacent ta voiture à l'avant du parking. Comment, toi, tu trouves ces leading measures qui font que tu comprends les effets de levier? Parce que pour satisfaire un client, on peut faire des centaines de choses. En fait, et ça, tu me fais penser à tous les tests qu'on peut faire sur un site, sur un lancement de site, etc., tu te rends compte que quand on va lancer une nouvelle version du site, on va tous passer dans la boîte un moment à dire on teste, on vérifie que le site fonctionne. Et puis un jour, tu vas te retrouver sur ton propre site et puis tu vas passer une commande, pas par les process internes, mais par le site, avec en tête la vision d'un client. C'est-à-dire que tu es vraiment en train de passer une vraie commande. Et là, ce jour-là, tu vas te rendre compte que ça va pas, ça va pas. Mais pas parce que tu es en train de tester, parce que tu es en train d'être un client parmi les clients. Et ça a servi beaucoup de fois. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres, on a des process internes pour commander moins cher, etc. Quand on est salarié. Moi, je passe toujours par le site. Je passe toujours par le site parce que ça me permet de me dire, là, ça marche pas. Et c'est mon propre site, mais ça marche pas. Là, j'ai un truc qui va pas. Là, j'ai un paramètre qui va pas. Il y a des choses qui vont pas. Et je pense que c'est par ce retour d'expérience. Et puis, par l'écoute du client. C'est-à-dire que, en fait, je te disais tout à l'heure, on a toujours eu cette image pour les clients d'être tout petits. Et c'est un deuxième avantage d'être tout petit dans l'esprit d'un client, c'est qu'il a l'impression de pouvoir te donner des conseils. Donc il te parle beaucoup.
Et donc, on a aussi beaucoup avancé à travers ça. Mais comment tu extrais cette matière qui est qualitative par les équipes? Comment elle remonte pour que, au bout d'un moment, on puisse se dire le top 5 des choses sur lesquelles travailler, c'est ça? J'allais te dire presque naturellement parce que à force justement d'être dans cette écoute du client, tu as des choses qui ressortent et les équipes vont le ressortir. Et puis comme il y a de la confiance dans la boîte, et bien quand ils disent il y a ça qu'il faut changer, tu y vas. Il faut aussi savoir que pendant très longtemps, les gens ne le savaient pas et c'était très amusant, c'est moi qui ai fait le service client du groupe, c'est moi qui répondais à l'intégralité des mails, que certains clients ont voulu me virer parce qu'ils n'étaient pas contents de mes décisions et ils m'ont écrit qu'ils écriraient au patron pour lui dire que je travaillais vraiment très mal. J'ai dit, écrivez-moi, allez-y. Et donc, j'avais aussi tous ces retours du client où tu vois les choses qui sont importantes pour lui, où tu les vis. Et je pense que ça s'est pas perdu dans l'esprit de la boîte. Parce que ce que je te disais par rapport au client, c'est un peu... Si on arrive aussi à être dans cette image au client aussi proche d'eux, et aussi dans cette sensation de rester petit, c'est parce qu'en interne, il y a une communication, il y a des choses qui se passent, et il y a une certaine liberté dans l'action, dans le fait de pouvoir... On n'est pas effectivement avec un service client au top du top si on ne laisse pas une totale liberté au service, et si on est derrière juste en disant « je veux la meilleure note », ça ne marche pas. Les gars sont investis dedans. Je sais que dans un service client, le turnover, c'est entre 12 et 18 mois on va dire, le turnover d'un téléconseiller. Chez nous, ils ont plus de 8 ans d'ancienneté en moyenne. Et il y a ça aussi qui se cultive parce qu'on leur laisse cette liberté, parce qu'ils ont la liberté de répondre, parce qu'ils jouent des fois avec. Ils publient des fois les meilleures discussions qu'ils ont pu avoir avec un client qui peuvent être fun, parce que geek, parce qu'ils ont le droit de rentrer dans un texte qui n'est pas forcément formaté. On n'a pas de mail tout fait. Tout est écrit, tout est sincère. Et ça fait que le client va te dire des choses. Après, effectivement, il faut en extraire le meilleur. Tu testes. Et justement, là, sur l'exemple de la pizza de Tony Liège, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc, en version courte, c'est quelqu'un qui appelle le service client de Zappos pour commander une pizza alors que c'est une société de vente de chaussures et qu'au final, la conseillère au téléphone, elle va demander quelle pizza vous voulez et lui faire livrer la pizza qu'elle veut, ce qui est vraiment un extrême. Quand toi tu lis ça, qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas à tes équipes, ok, si demain on nous appelle pour une commande de pizza, on le fait aussi? C'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai même dit une autre chose qui dit dans le livre, c'est quand un client nous appelle pour acheter une paire de chaussures qui n'est pas chez nous, on lui dit le meilleur site pour l'acheter et on le met ailleurs. Et j'ai dit c'est la même chose, si un jour on n'a pas le composant qu'ils veulent, si on ne le fait pas, conseillez-lui le meilleur site, quitte à le perdre sur ce coup-là. Mais c'est toujours cette démarche de se dire, si on est honnête avec le client, c'est-à-dire que ça va le surprendre sur le coup de dire mais il m'envoie ailleurs que chez lui, il est complètement fou. Non, parce que je l'ai marqué, parce que à ce moment-là il se dit ok, s'il est capable de m'envoyer ailleurs, c'est que il est honnête et que je peux lui faire confiance. Donc la prochaine fois où le vendeur il va dire acheter ce microprocesseur, du coup il a la confiance du client. Non, c'est super intéressant, on pourrait creuser sur ça. Des fois, je le vois et c'est un biais qui est documenté, qui est un peu le biais du CEO, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'aura qui est créée autour du CEO, consciente ou inconsciente, qui fait que soit on ne va pas oser le contredire, soit c'est même pas qu'on ne va pas oser, c'est qu'on va s'auto-convaincre que c'est le CEO, donc il a forcément raison. Comment tu combats ça? D'autant plus si toi, tu arrives avec de l'enthousiasme et de la recherche, tu peux facilement avoir des gens en face qui ne savent pas trop... C'est compliqué, j'ai même vécu une fois une anecdote avec un de mes directeurs où on discute d'un sujet et en fait, je ne sais pas si tu as suivi dans l'histoire de la LC, à un moment on a sorti un sabre laser en R&D. Donc on sort ce fameux sabre laser, je le reçois dans les mains. C'est et pour compete avec Elon Musk et son lance-flamme quoi. Et le manche est noir. Et je demande mais pourquoi on a choisi le noir? Et on me dit parce que tu as décidé. J'ai jamais décidé de choisir le noir. Et là tu es dans ta tête, tu te dis mais quand? À quel moment j'ai décidé d'une façon ou d'une autre que c'était le noir? Et puis tu te rappelles d'une réunion, et je m'en rappelle très bien de cette réunion, je suis là, il y a 5 manches sur la table, on est 10 autour de la table, et on se pose la question les uns les autres, c'est quel le manche que tu préfères? Et chacun choisit un manche, et moi je choisis le noir. Ah oui, toi, oui, c'est ok. C'est tout. Ouais. J'ai pas choisi que ce serait le noir. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est pas un moment où on prend une décision, c'est juste quel est le manche préféré de chacun. Et donc ce moment-là devient une décision. Et tu dis waouh, quand tu apprends ça. Et donc j'ai ce collègue dans mon bureau et je lui fais donc c'est pour ça que vous avez choisi le noir. Je dis oui Laurent, tu as choisi le noir, donc on a pris le noir. Je dis mais là, on est au 2e étage. Je lui dis si je te demande de sauter par la fenêtre, tu sautes? Il me fait oui Laurent, je saute. Je dis waouh. Voilà. Et je lui fais mais pourquoi tu sautes?
Parce que si tu me dis de sauter, c'est que j'arrive vivant. J'ai d'accord. Bah, t'as pas de chance parce que c'est pas sûr. Ou alors il y en a d'autres qui vont sauter avant toi et tu vas... Donc en fait, tu te rends compte à ce moment-là qu'il faut faire gaffe parce qu'en fait, tout ce que tu dis, tu es devenu trop crédible et qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, il existe en réalité dans la boîte, mais tu as 2-3 personnes qui osent être ce contre-pouvoir. Mais tu les pousses toi à le faire? Moi, Je les pousse. En ce moment, c'est ce que j'essaie de faire. Dès qu'on me dit, par exemple, là, j'ai quelqu'un dans la boîte qui a plus de facilité que les autres à savoir à quoi dire non, en termes de projet, j'entends. Et j'essaie à chaque fois qu'il le fait de le valoriser parce que je veux qu'il le fasse plus, vu que moi, c'est pas mon point fort de savoir à quoi dire non. Bah moi, je leur dis, en plus de dire non, c'est-à-dire que je vais avoir 25 arguments pour te dire oui contre ton non. Mais je dis, et c'est arrivé, je l'ai vécu, des fois où tu vas sortir un tout petit argument auquel j'ai pas pensé, qui effondre tout. Et là, ça fait échec et mat et tu là, repars dans ta réflexion. Et en plus, non seulement ça fait échec et mat, mais je vais dire, ok, t'as raison, on arrête. Ouais. Et je vais pas chercher à... Si je vois la faille, je vais plus chercher à discuter. T'as raison. Ah, je l'avais pas vu, t'as raison. Et reconnaître le fait d'avoir raison, reconnaître le fait d'avoir tort aussi de temps en temps. Ça, c'est un truc hyper important que j'ai fait régulièrement avec les équipes parce que j'ai eu des erreurs et je m'en sers d'ailleurs. Je fais des réunions tous les ans avec l'intégralité des salariés, je les vois, les 1000 par groupe de 20 à 30. En mode question-réponse, c'est-à-dire que je me pose, ils connaissent maintenant la procédure, mais je répète toujours la même phrase au départ, je me pose devant eux, je leur dis aujourd'hui j'ai rien à vous dire, mais par contre je répondrai à toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets que vous voulez. Et ils vont me poser plein de questions. Et puis il y avait des questions sur le droit à l'erreur, et je leur dis mais justement c'est une bonne question le droit à l'erreur, parce que je trouve que vous prenez pas assez de risques, je trouve que vous n'allez pas assez loin, et en plus je serai le dernier à pouvoir vous l'interdire, parce que, et là j'avais pris un exemple concret dans une des réunions qui était de dire il y a 5 ans, c'était juste avant, enfin 3 ans avant le Covid, on est allé en Espagne. On a le projet pour aller en Espagne. Donc vous développez en Espagne. Voilà. On a ouvert 2 points de vente, on a ouvert un site web, on a ouvert des centres logistiques, enfin un aspect logistique. Le projet, il a foiré. C'est-à-dire que ça a duré 3 ans, on a fermé juste avant le Covid. Le projet, il a coûté 4 millions d'euros à la boîte. C'était mon idée. Je me suis planté en beauté. Donc moi, j'ai fait une erreur à 4 millions. Comment je pourrais vous interdire de faire une erreur à 1000, à 5000, à 10 000, à 15 000 euros, de ne pas oser tenter dès que ça a du sens, etc. Ce serait absurde de ma part. Par contre, je leur ai dit, si vous avez une erreur à 100, 200 ou 500 000 euros, venez me voir, on en parle, on fait l'erreur ensemble. Mais sur les petites erreurs du quotidien, les trucs où vous vous stressez tout le temps, pourquoi se stresser? Allez-y, apprenez. C'est comme ça qu'on grandit. L'histoire d'LDLC, le jour où je me lance, j'y connais rien en fait à l'entrepreneuriat. Et je vais en faire un paquet d'erreurs en vrai, dans toute l'histoire. Comment tu fais par rapport à ça? Parce que je suis à 200% moi aligné avec cette philosophie de créer de l'espace pour faire des erreurs et apprendre vite de ces erreurs, corriger, etc. C'est ce que j'essaie d'infuser dans Paradox. Je vois qu'il y a une partie de mes comportements qui vont en contradiction avec ce que j'essaie de leur dire, qui est que, c'est ce que j'ai l'impression, hein, j'essaie de m'auto-observer en t'écoutant, que même si je vais dire ça, vu que par exemple il va se passer tel truc, j'en sais rien, là on est en train de tourner un cours par exemple sur la négociation avec un expert du GIGN. Et il y avait plein de trucs qui pour moi étaient pas à la hauteur de ce que je voulais, que ce soit de l'éclairage, la manière dont on a anticipé 2-3 trucs. En soi, on a fait un super taf et moi je me suis concentré sur les 5% que je pense qu'on pourrait pu faire mieux. Et je vois qu'en faisant ça, parfois ce que je crée c'est, qui est pas du tout mon intention, hein, mais parfois ce que je crée c'est une forme de peur de faire des erreurs, parce que je vais pointer toutes les choses que je vois qui vont pas. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu. Si, je vois très bien, et justement, c'est plus le lâcher prise derrière, c'est-à-dire qu'il va y avoir des erreurs. C'est pas comme tu veux. Je vais te prendre un cas concret. Je t'ai dit au début, je faisais tout, et entre autres, pendant très longtemps, c'est moi qui montais l'intégralité des PC des clients. Et pourquoi je montais l'intégralité des PC des clients? Parce que je voulais que tout soit aligné, que tout soit carré, que tout soit nickel. Et je me disais, le jour où je vais mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre, il va pas le faire. Et puis, effectivement, un jour, j'ai pas pu le faire. J'ai transféré la tâche. Et puis j'ai regardé les trucs. Là, je suis venu une fois en disant tiens, ça tu fais plus attention. Puis tu vois les PC passer, tu vois que tout n'est pas parfait comme toi, comme le côté un peu maniaque que tu avais. Et puis tu te dis mais les clients disent rien. De l'autre côté, ils le voient pas. C'est-à-dire toi tu vois le défaut, mais non, en fait les gens qui ont le PC ils sont contents, tout s'est bien passé, tout est parfait. Et le millimètre sur lequel tu chipotais, si finalement c'est pas donc leur tu vas faire quelque part confiance, tu vas déléguer le truc au client prise. Et tout n'est pas exactement comme tu voulais. Mais de toute façon, si tu lâches pas prise, tu peux plus grandir, parce que ça veut dire que tu dois te remettre à monter tous tes PC et que ça ne sera pas aussi parfait que tu voudrais, ou alors que tu vas fliquer, que tu vas encadrer, que tu vas être
l'antithèse de ce que je suis, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi de faire confiance. Et puis, ça veut dire aussi que tout ne sera pas comme tu veux. Mais il faut aussi percevoir de l'autre côté que toi, tu le sais. Pas la personne qui est en face. La personne qui a le truc dans les mains. Oui, il n'a pas forcément le contraste que toi, tu as. Lui, il va voir le contenu final, va dire c'est génial. Et puis les 3 imperfections que tu as vues, personne d'autre les a vues. C'est tous les bugs dans les films. Il n'y a que les experts qui se repèrent que la montre a changé de bras, que le truc. C'est ça. Et puis le jour où tu le vois, tu fais ah oui. Mais en réalité, la tasse de Starbucks qui est dans Game of Thrones, je l'ai vue parce qu'on me l'a montré après pendant l'épisode, j'ai strictement rien vu. Je l'ai pas vu non plus, tu vois. Et pourtant, j'ai vu la série. Justement, c'est une belle transition sur l'entreprise libérée. Tu vas décrire ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, tu le feras beaucoup mieux que moi. C'est quelque chose qui à la fois m'attire, j'aime vraiment cette idée, parce que j'adore le coaching, donc je trouve que c'est très aligné avec la philosophie du coaching, qui est que les personnes trouvent leurs propres réponses, qu'il y ait de l'espace pour prendre des initiatives. Donc j'aime la philosophie de l'entreprise libérée. Après, il y a plein de choses dans l'exécution de l'entreprise libérée qui font peur. Par exemple, cette notion de ne plus avoir de hiérarchie, par exemple. Et donc, concrètement, comment ça s'organise, jusqu'où tu vas dans la libération des décisions. Par exemple, dans certaines entreprises, les salaires sont décidés par la personne elle-même. Et du coup, donc, déjà, qu'est-ce que l'entreprise libérée pour ceux qui ne connaissent pas? Et après, ça m'intéressera que tu décrives ce que toi, t'en as retiré dans ton expérience. Qu'est-ce qu'à l'inverse, tu te rends compte que ça ne te parlait pas, ça ne te correspondait pas. Et après, je creuserai plus tard. Alors, l'entreprise libérée, déjà, j'y suis arrivé parce que j'étais en vacances. Et puis, j'ai lu un livre qui était Le patron qui veut plus être chef d'Alexandre Gérard, qui a transformé son entreprise en entreprise libérée. Et en fait, quand j'ai fermé ce livre, ce qui m'a fait switcher, c'est qu'on était en 2015 à peu près. Et que j'ai lu l'histoire de mon entreprise des 10 premières années. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'étais dans une entreprise libérée sans le savoir, c'est-à-dire qu'en fait je me suis dit, waouh, en fait je l'ai connu le truc, j'en suis sorti parce qu'on a eu le souci logistique, qu'on a structuré la boîte derrière en se disant, on peut plus vivre comme ça. Mais en fait je suis sûr que c'est faisable de revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est l'entreprise libérée? C'est basé sur un seul truc, en fait, c'est celui qui fait qui sait. Donc en fait tu pars du bas, l'info va du bas vers le haut et pas du haut vers le bas, quelque part. Et comme elle va du bas vers le haut, tu as besoin de moins de hiérarchie parce que plus tu vas faire plus confiance à tes équipes, tu vas les responsabiliser, tu vas leur donner plus d'autonomie. Et comme tu leur donnes plus d'autonomie, de responsabilisation, tu as besoin de moins de contrôle. Et c'est pas que tu fais disparaître la hiérarchie, mais c'est qu'en fait, comme tu donnes du pouvoir hiérarchique quelque part, du pouvoir de décision aux personnes qui font, finalement, tu as besoin de moins de personnes pour les encadrer derrière. Et ta boîte fonctionne mieux parce que basée sur de la confiance. Et c'est ça d'ailleurs que j'en ai retenu à la fin de l'entreprise libérée. C'est que pour moi, pour que l'entreprise aille bien, c'est pas forcément se dire faut détruire la hiérarchique, il faut tout détruire dans l'entreprise. Il faut juste inverser les rôles. Le manager n'est pas contrôlant mais accompagnant. Et le manager, c'est pas lui qui sait. C'est ses équipes. C'est ses équipes qui font le travail tous les jours. Par contre, ces équipes, à l'inverse, ne sont pas capables de gérer la big picture. Elles savent gérer leur quotidien. Elles savent ce qu'il faut pour mieux travailler pour elles. Mais elles ne savent pas, parce que c'est pas dans leur cadre, gérer comment l'entreprise doit avancer. Et c'est cet équilibre, l'entreprise parfaite. Plus de confiance, plus d'autonomie des équipes, mais en même temps, les équipes ne peuvent pas faire. Il y a un gros truc, tu me parlais de coaching. Quand on a travaillé ensuite avec les directeurs pendant 2 ans sur cette notion d'entreprise libérée, avec Alexandre Gérard, justement, on a fait des réunions, des séminaires. Et on a beaucoup travaillé sur le collectif, le travail en collectif. Et sur comment impliquer de plus en plus les collaborateurs dans une décision. Et il y a 2 choses quand même que j'ai retenues à l'envers du truc, c'est que quand tu travailles en collectif, c'est lent. C'est bien, mais c'est lent. Donc tu ne peux pas tout faire en collectif. S'il y a le feu, qu'il faut en prendre une décision, qu'il faut prendre telle porte. Si tu commences à décider quelle porte il faut prendre en collectif, tout le monde meurt. Et donc il y a des moments où la décision doit toujours avoir quelqu'un pour manager et encadrer. Par contre, tu as des moments où oui, il faut prendre le temps du collectif parce que l'équipe peut en avoir besoin, parce que si ça va trop vite, elle ne va pas comprendre. Mais par exemple, tu as des exemples pour arriver à projeter dans LDLC des choses qui se font en collectif versus des choses qui ne se font pas en collectif? La mise en place de toute la logistique s'est fait en collectif. Après, moi, je suis revenu sur des points d'amélioration mais au départ, ça s'est fait en collectif. Et le collectif a fait le projet. Ils étaient une quinzaine sur le projet et c'est eux qui ont travaillé le projet.
Après, quand tu vois qu'il y a un ou deux trucs qui ne marchent pas, là, tu es en mode il faut aller vite, on n'est plus le temps de réfléchir en collectif, comment on corrige. Et là, oui, j'interviens et on va dire on va là, parce que là, de ce que je vois, il y a ça qui ne va pas. On va être 2 ou 3 sur le truc et on va aller beaucoup plus vite. Et on ne va surtout pas prendre le temps du collectif parce que là, il faut corriger. Un autre truc que j'ai vu, un autre défaut du collectif qu'on a vécu en interne, on te dit, il y a une phrase que j'ai lue dans plein de livres, c'est de dire mes 10 personnes dans une pièce, elles sont plus intelligentes que la meilleure des personnes. Tu augmentes le QI. Cette phrase, elle a un biais énorme que j'ai vécu dans des réunions. C'est qu'en gros, à partir du moment où ils sont 10 dans une truc, ils n'ont plus besoin de personne. On va gérer le projet tout seul, on est 10, on est plus intelligent que le meilleur de nous. Donc on va tout faire. Et je leur ai pris un exemple concret qui était de dire, écoutez, on va prendre un truc simple, je vais vous poser tous les ingrédients d'un baba au rhum sur la table. Il n'y a pas de pâtissier dans la pièce, il n'y en a pas un qui sait le faire. Il n'y a pas d'internet, et je vous demande de me sortir un baba au rhum. Vous ne saurez jamais faire. Parce que ça ne s'invente pas. Et donc, un des biais de l'intelligence collective, c'est de croire qu'on peut tout faire quand on est 10, alors qu'il suffit de rajouter un expert dans la pièce pour gagner un temps de dingue. Et te dire, bah, le baba au rhum, il est fait, et puis on va comprendre comment on le fait, on va le faire ensemble, mais on aura progressé ensemble, et on n'aura pas cherché à réinventer quelque chose qu'on est incapable d'inventer. Et c'est un des gros biais de l'intelligence collective, et je l'ai vécu sur un projet où justement, sur des frais de port, sur des choses comme ça, ils ont essayé de tout imaginer, alors qu'on avait le responsable transport qui n'a jamais été invité à une seule réunion et qui aurait résolu. Et il leur aurait fait gagner un temps de fou, surtout que ce qu'ils ont rendu à la fin, quand il l'a eu dans les mails, il a dit on recommence à zéro, ça va pas. Et ça, il faut y faire vachement attention. C'est de se dire, on ne peut pas tout faire, si on a besoin d'un expert, il faut l'intégrer. Et on gagnera là un temps fou et on progressera ensemble. Donc ça veut dire quoi? C'est que tu formes tes équipes sur l'importance d'avoir un expert à chaque fois. C'est d'admettre qu'on ne sait pas tout et que c'est pas parce qu'on est ensemble. Une fois que toi tu le sais, c'est de leur dire, c'est de communiquer dessus en fait. C'est plus communiquer sur le fait de dire, ok, vous pouvez faire plein de choses en collectif, mais n'essayez pas de faire ce que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la compétence dans la pièce, n'essayez pas de vous substituer à la compétence, de dire on va y arriver parce qu'on est 10. Non, invitez la compétence dans la pièce et vous irez beaucoup plus vite et vous apprendrez beaucoup plus. Et puis le dernier point, je te parlais du management. C'est une question que tu te poses forcément le jour où tu te dis je veux libérer mon entreprise. Tu te dis ok, je te parlais tout à l'heure de l'ouverture des boutiques. Je suis arrivé, tout le monde m'a dit non Laurent, ça marchera jamais. Intelligence collective, je suis mort, je peux jamais ouvrir mes boutiques. Et tu dis donc ce projet-là, tu n'aurais jamais pu le lancer dans une entreprise libérée. Et en fait, il y a une dernière chose qui compte, c'est que dans une boîte, ce qui est important, c'est la confiance. C'est-à-dire que à un moment, dans ce droit à l'erreur, dans cette possibilité de faire, c'est de dire on accepte de regarder. On accepte de voir. On n'a pas l'argument qui fait, le petit argument que je disais, qui fait que ça effondre tout. Donc on va voir. Et si la confiance est là, tu ne diriges plus tes équipes tu n'imposes pas les choses. Ils te suivent dans un projet et ils disent on va voir. Parce qu'ils savent que si tu te plantes, tu sauras revenir vers eux en disant je me suis planté et tu ne t'obstineras pas dans un truc inutile. Et si tu as ça, finalement, tu arrives encore à quelque part diriger la boîte, à encore amener des projets, parce qu'en fait, on va te suivre simplement parce qu'on a confiance. Et au-delà, même maintenant, aujourd'hui, avec tout le recul et les années depuis que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, pour moi, il y a un seul mot important dans la boîte, confiance. Si tu instaures la confiance dans une boîte, à partir de ce jour-là, tu peux tout faire en confiance. Et la confiance, elle ne doit pas être que verticale, elle doit être horizontale aussi. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec les équipes parce que au moment où tu installes la confiance verticale, tu te rends compte que finalement, dès que tu parles d'une équipe, c'est la faute de l'équipe d'à côté. Je dis non, justement, c'est la faute de personne. Vous êtes tous en train de travailler à fond. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas capable de matcher ensemble. Il y a des moments, faites-vous confiance et vous verrez, ça ira mieux. Et si tu installes ça dans ta boîte, là, tu peux aller au Graal, qui pour moi serait un jour de dire aux salariés, c'est pas une notion de congé limité, c'est pas une notion d'heures par semaine, c'est pas une notion de quoi que ce soit, c'est vous venez, vous faites le boulot quand il y a besoin. Très libre, quoi. Et il n'y a plus ni horaire, ni cadre, ni rien. Je suis pas convaincu qu'on pourrait venir dans un système sans cadre, parce que je pense que le biais que tu aurais là-dessus, c'est qu'ils bosseraient tous à fond. Et qu'il faudrait pas non plus. C'est un peu ce qui se passe pour Netflix, c'est que c'est en vacances illimitées pour Netflix. Oui, tout à fait. Mais au final, ils doivent forcer pour que les gens les prennent parce que du coup, vu qu'ils sont passionnés par les projets... Alors Netflix, ils ont quand même un truc... pour moi, un truc qui est quand même très dur, c'est le Keeper Test, qui met une pression de dingue sur la boîte, puisque le principe, c'est tout simple, c'est plutôt que de faire venir tes salariés dans ton bureau... tu dois régulièrement te poser la question de te dire bon, si demain un tel vient me voir et me dit je pars ailleurs,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'augmente pour le retenir ou est-ce que je le mets dehors? Et si dans ta tête, la réponse est je le laisse partir, bah vire-le tout de suite, parce que c'est pas le bon. Tu as une pression entre la notion de j'ai des congés illimités et mon boss, à tout moment, s'il se dit il me garde pas, il me met dehors, qui est tout dans l'ambiguïté de Netflix. Et pour moi, Netflix est sur un modèle, et ça m'a fait sourire quand j'ai lu leur livre, parce que en gros, il est sur un modèle très élitiste. On garde les meilleurs, on a les meilleurs, on les paye parce que c'est les meilleurs. Oui, c'est modélisé sur une équipe de sport de haut niveau, c'est vraiment le... Voilà. Et c'est ce qui fait la réussite de Netflix. Et moi, quand je regarde mon entreprise, je me dis, j'ai pas les meilleurs, mais j'ai une totale confiance en eux. Je leur donne cette confiance que Netflix n'accorde que contre la performance. Et finalement, j'ai l'impression de diriger la même équipe. En fait, je vais dire, j'ai la petite équipe de D1 qui va gagner devant Paris, pas tous les ans, mais de temps en temps, alors que Paris met des moyens de dingue pour avoir les meilleurs et ne gagne pas toujours. Mais on peut gagner avec cette petite équipe. Et en tout cas, si on n'est pas premier, on est deuxième derrière et on challenge constamment. Et c'est ça. Et je trouve plus beau de gagner avec cette équipe-là, qui est surmotivée, qui est humaine, qu'avec une équipe qui a été construite de toutes pièces et qui, effectivement, va performer, mais qui a un côté artificiel. Et c'est un petit peu quelque part ton histoire de ce côté de l'outlaw, quoi, la personne hors cadre qui arrive à réussir, quoi. C'est un peu l'idée. Sur le papier, on m'a dit 20 fois, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que tu n'as pas compris, Laurent, les gens ils recherchent le prix. Ça ne marchera jamais parce que tu es trop petit par rapport aux autres qui ont des millions derrière eux. Ils sont appuyés par des groupes, toi tu es indépendant, tu ne peux pas y arriver. Ça te donne de l'énergie, on dirait. Ouais, et puis toi, tu te poses même pas, tu te dis pas ça marchera jamais. C'est eux qui voient pas le truc en fait. Moi je sais que ça va marcher. Et je sais que ça va marcher. Et même en interne, je plaisante quand ils me disent mais c'est quoi l'ambition du groupe? C'est un jour on rachètera Amazon. Bon, est-ce qu'on rachètera Amazon un jour? Je suis même pas sûr que j'aurais envie de les racheter si je pouvais. Non, certainement pas, parce qu'on n'atteindra pas ça. Mais c'est aussi le côté de te dire je vise un truc qui est tellement loin qu'il n'y a pas de limite en vrai. On va le plus loin qu'on peut. Et jamais un truc atteignable. On peut parler de l'émission, comment ça s'appelle Patron Incognito. Patron Incognito. Donc le concept, c'est que tu vas être maquillé, déguisé, rasé, je crois aussi. Ouais. Et tu vas te retrouver patron dans ta propre boîte. Tu vas te retrouver, salarié dans ta propre boîte, sans qu'on puisse te reconnaître. Et tout ça va être filmé avec le prétexte qu'on filme un salarié. On filme un chômeur qui est en recherche de réintégration d'un emploi et qui découvre un job. Ok, donc déjà j'aimerais comprendre, comment t'en viens à vouloir faire ça ou est-ce qu'on vient te chercher, est-ce que tu proposes? Alors déjà on vient me chercher parce qu'en fait pour la petite histoire ils étaient venus 3 ans avant et j'avais dit non parce que je n'ai pas envie de passer à la télé ni rien. Même si c'est une aura médiatique énorme hein, puisque tu as 3 millions de téléspectateurs qui vont te voir, qui vont découvrir la boîte, etc. Mais en fait je me sentais pas du tout de le faire. C'est stressant en plus hein. Puis oui, tu te dis waouh. Et puis la deuxième fois, c'est pareil, ils reviennent 3 ans plus tard et je dis non, je veux pas le faire. Et puis la com me dit oui, sauf que Laurent, et là ils exploitent une faille, ils disent tu communiques tous les jours sur la semaine de 4 jours et tu as une aura énorme pour communiquer sur la semaine de 4 jours là. Donc il faut le faire. Je fais waouh, ok, ok, je vais le faire. Et donc je pars dans le truc en mode bon bah on verra bien. Puis en plus je dis la télé tout ça je suis pas à l'aise hein, parce que même si aujourd'hui on me voit à droite à gauche dans des trucs oui c'est pas ton environnement, à la base je suis plus à l'aise aujourd'hui mais c'était vraiment pas mon truc. Pourtant la veille de tournée ou le matin de tournée le matin de tournée c'est l'horreur et puis en plus ça commence ce qu'on voit à la télé est pas dans l'ordre, c'est à dire que la première chose qui va arriver quand j'arrive c'est l'épisode avec Vanina, c'est j'arrive dans l'entrepôt. Je me rappelle du journaliste, il me demande bon Laurent, vous arrivez à l'entrepôt, il est 6h du matin, qu'est-ce que vous ressentez, l'ambiance, etc. Je dis bah c'est silencieux, mais je suis jamais venu à 6h du matin dans l'entrepôt, donc je découvre. Et puis voilà, je vois le truc et on m'amène vers Vanina avec que je vais accompagner toute la journée, qui est en train de préparer des colis sur la chaîne. Et là tu ressens quoi là, t'as le cœur qui va? Là t'es dedans, tu t'intègres, tu découvres l'émission, tu trucs. Mais en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'elle prépare son colis, elle le pousse sur la chaîne et le colis bouge pas. Et je lui dis, c'est normal que ça bouge pas. Et elle me répond, tout est en panne depuis hier à 16h. Et là, ça fait 5 minutes que je suis dans le tournage. Et tu te dis, waouh, tout est en panne depuis hier à 16h, on est mal. Et je lui fais, mais ça arrive souvent des pannes comme ça? Elle me dit, on n'en a jamais eu une comme ça.
Et là, waouh, dans quoi je me suis embarqué? C'est quoi cette émission? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça commence comme ça. Et c'est 5 minutes, t'es dans le bain, ça se passe pas du tout comme prévu. Et t'as l'attention un peu du CEO qui est là, qui a envie de résoudre son problème ou enfin... Clairement, mais tu peux pas. Et tu vois les gens courir partout, là, à ce moment-là, tu réalises que tout n'est pas naturel, que les gens courent, qu'il y a des trucs, et tu peux pas. Et même, il y a des gens qui t'ont reconnu, qui ne sont pas, Vanina m'a pas reconnu, mais t'en as un ou deux qui m'ont reconnu, qui me raconteront après, qui disent « Mais pourquoi il vient pas nous voir ?» C'est la panique. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il fait son truc de tournage dans son coin alors que là, on a besoin de lui. Et en fait, c'est l'émission qui va les rattraper d'ailleurs pour pas qu'ils viennent eux en disant non, allez pas le voir, surtout pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils protègent à des moments. C'est-à-dire que s'il y a une ou deux personnes qui connaissent le patron et qui voient avant, ils vont voir les personnes tout de suite en disant non, ne dites rien au salarié, ne dites laissez-le dans son cadre et tournez le truc. Et voilà, tu passes dans le truc. Après, passé ce moment-là, tu vis une expérience incroyable. Je voulais pas le faire, je me sentais pas à l'aise et j'aurais vraiment regretté de pas l'avoir fait. Parce qu'en fait, dans ce que tu vois pas dans cette émission, c'est que les 3 salariés qu'on accompagne, on passe 8 heures avec eux. Du matin, de la prise de poste jusqu'à la sortie de poste en fin de journée. Et tu vas voir la boîte d'une façon complètement différente. Pas simplement en mode patron-inquisiteur, mais en mode patron qui voit un salarié et puis un salarié qui a envie de tout te raconter. Parce que t'es pas un collègue, t'es pas son patron, t'es un anonyme à qui il a juste envie de raconter. Il a l'occasion de raconter sa vie, de raconter sa boîte. Et du coup, il va être d'une transparence totale sur tous les aspects, ce qui n'aime pas, ce qui marche pas, ce qui pourrait améliorer et même sur lui, sur sa vie, enfin sur la façon dont il vit tout ça. Et donc tu vis ta boîte à travers lui et tu comprends plein de choses, tu saisis plein de trucs que tu n'aurais jamais pu vivre, même en tant que salarié qui va voir la boîte. C'est-à-dire que c'est même pas la notion de patron, c'est que tu vas au-delà de ça. D'ailleurs, il y a un truc qui peut étonner les gens, c'est que il y a le reveal à la fin de l'émission, tu révèles au salarié qui tu es. Tu as un moment de stress du salarié qui dure 1 minute. Et après, ce qui peut étonner les gens, c'est que 5 minutes après, tu as l'impression que le patron et le salarié sont amis. C'est-à-dire que c'est passé et qu'en gros, ils se connaissaient parce qu'il y a un bug. C'est pas possible qu'ils se parlent comme ça juste après. Mais en fait, ils ont passé 8 heures comme ça. C'est-à-dire en mode, le salarié, il n'a pas vu son patron pendant une journée. Donc une fois le moment où on a révélé qui c'était et que ce moment-là est passé, le salarié revoit la personne qu'il a connue. Il ne voit pas le patron. Il voit la personne qui est derrière le patron parce que toi aussi, il te voit différemment. Il te voit comme quelqu'un qui est humain, qui pose des questions, mais qui est pas, il ne te voit pas comme quelqu'un qui l'a piégé. Et parce qu'en plus, tu n'es pas là pour piéger, tu es là pour apprendre. Et c'est ça aussi qui crée cette relation. Et d'ailleurs, les 3 salariés que j'ai vus après n'ont plus du tout la même relation avec toi. Ils t'écrivent, ils te tutoient, t'es plus leur patron, t'es un pote presque. Ils ont aucune... quand tu vois tous les autres qui stressent autour pour venir te voir, même quand tu essaies de faire le plus large, eux, ils n'ont plus aucun stress parce qu'ils te connaissent. Trop bien. Et du coup, ça a apporté quoi à LDLC de faire ça? Après, tu vois que quoi que tu bosses, quoi que tu fasses, typiquement les trucs qui marchent pas, les trucs que Vanina m'explique... En fait, Vanina va m'expliquer 2-3 trucs qu'il faudra améliorer. Moi, je vais mettre dans son poste et tu te dis, ouais, ça, pourquoi on le change pas, ça, pourquoi on le change pas. Et puis tu vas la voir, tu dis, mais ça te dérange pas, ça te dérange pas. Bah, bien sûr que ça me dérange. Mais t'en as pas parlé? Si. Ah, ok, et c'est pas remonté. Et là, tu te refais le schéma dans ta tête. Elle en a peut-être parlé à son responsable qui voit l'importance du dev qui va être nécessaire derrière, qui va le remonter au chef de projet, qui est encore plus loin du poste, qui se dit... parce que sur le papier c'est anecdotique, c'est un tout petit geste, qui se dit oui, c'est pas prioritaire, on le passera quand on pourra, qui va le remonter aux équipes, qui vont faire waouh, ça on le met dans le backlog loin parce qu'on voit pas l'intérêt. Ouais. Et le truc qui tous les jours t'emmerde, qui est tout petit, qui a rien à coder, pour le coup. En fait, c'est jamais codé parce que c'est rien à coder, c'est tout petit dans l'aspect de tout le monde et ça, la chaîne s'est cassée en route. Et là, tu vois l'importance de dire, mais à des moments, et ça je l'ai beaucoup travaillé avec les équipes, c'est de dire aux devs et aux gens qui sont dans les projets, vous allez vous mettre en prod, vous allez faire le truc. On a développé tout le logiciel de nos boutiques par exemple, et il y avait un gros conflit à un moment entre les magasins qui disaient ça ne marche pas et les devs qui disaient mais si les interfaces sont parfaites. Et j'ai dit on va metêtre les devs à la caisse dans le magasin. Faire le truc, ouais. Alors la première fois ils sont revenus en disant c'est bon, on a repéré 2-3 trucs, on a regardé le gars bosser toute la journée. J'ai fait non, vous n'avez pas compris, vous allez retourner là-bas et vous allez être à la caisse, c'est-à-dire que vous n'allez pas regarder le gars utiliser le logiciel, vous allez utiliser le logiciel en cas concret et vous allez comprendre pourquoi de temps en temps c'est chiant. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie
quand tu es vraiment à la place de l'autre, plutôt que quand tu le regardes à distance, où tous les problèmes des autres, ils paraissent toujours petits de toute façon, quand ils sont loin de toi. Non, mais c'est exactement ça. Il y a un truc, par contre, où je reviens dessus parce qu'on l'entend souvent. Dans les critiques qu'on peut avoir dans ta gauche, tu entends souvent tiens, un patron qui découvre que ses salariés ont du mal à travailler, ou un patron qui découvre. Non, en fait, on ne le découvre pas. Dans le scénario de l'émission, les choses sont présentées, le patron découvre les trucs, mais comme on disait, toi, moi, on avait occupé tous les postes de la boîte, on sait qu'un travail est pénible, on sait. Après, on essaie de faire des choses, et il y a des choses qui sont des fois possibles et des fois pas possibles. Aujourd'hui, on paye nos salariés 25% au-dessus du SMIC. Il y a une époque, on était collé au SMIC, on avait été à 5%, on a eu la crise de 2005, on était collé au SMIC derrière. Les salariés m'en avaient parlé, j'avais dit, mais aujourd'hui, c'est pas que je ne veux pas, j'en rêverais de vous payer plus, mais je ne peux pas. Et le jour où je pourrais, je le ferai. Mais c'est pas, quand je vois ces critiques, c'est pas qu'on n'est pas conscient des difficultés d'un poste ou d'un autre, c'est que c'est pas parce qu'on est conscient qu'on peut Exactement. tout changer. Et ça m'amène à une question que je voulais te poser. Comment tu gères l'humain, c'est complexe, encore plus quand c'est collectif, quand c'est en groupe. Nos perceptions, elles sont individuelles, très subjectives. Du coup, quand on crée une entreprise dont la communication, elle est très portée sur l'humain, j'imagine que ça crée parfois, chez certains, des attentes qui sont démesurées. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu quand j'ai créé mon entreprise, vu que je venais de l'univers du coaching, je recrutais des gens qui s'imaginaient qu'ils travaillaient avec moi, ça allait être tout rose, que j'allais toujours faire attention à comment ils sentent à 100%, et surtout avec un niveau d'attente qui est pas la même vision que j'avais moi. Comment tu fais pour aligner ce truc-là? Parce que tu peux facilement avoir des équipes qui reviennent, enfin des gens qui reviennent te voir en disant bah c'est bien beau, on parle de prendre soin du salarié, mais moi au final il y a ça qui me va pas, c'est pas cohérent. Tu contenteras jamais tous les salariés sur tout, et puis tu peux pas, suivant les profils d'entreprise, offrir tout comme ils voudraient. J'ai un cas très concret qu'on a vécu, c'est il y a 2 ans, quand on est sorti du Covid, on avait la semaine de 4 jours et on avait 2 jours de télétravail possible en plus pour les personnes qui pouvaient télétravailler. Il y a 2 ans, je suis revenu devant les salariés en leur disant on va repasser un jour de télétravail. Alors, ils m'ont dit pas toi Laurent, pas toi tu fais que des mesures qui vont dans le sens où tu nous en donnes plus, tu ne peux pas revenir en arrière. Et je leur ai dit si, parce qu'en fait je suis en train de déliter l'ambiance de la boîte. Il y a un truc qui se casse, 3 jours d'absence par semaine, ça ne marche pas. Il y en a qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus. Un nouveau, quand on l'intègre, c'est la cata, il n'arrive à connaître personne. Ça ne marche pas. Donc on revient à un jour de télétravail. Et ça va être accepté par 95% finalement de la boîte, et puis qui va se rendre compte en plus que finalement c'est pas si mal et que ça marche. Et puis tu as toujours quelques-uns qui vont te dire mais moi je voulais 100%. Et là tu es revenu en arrière, ça ne me va pas. Et ça, en fait, à un moment, ça fait partie de la boîte. C'est-à-dire que tu contenteras jamais personne. On a fait Great Place to Work. Jamais tout le monde. Oui, jamais tout le monde, oui. On a fait Great Place to Work. Et à la fin, dans Great Place to Work, tu as le questionnaire ouvert des salariés. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la boîte? Et tu vas toujours trouver quelqu'un qui veut un truc en plus. Mais l'essentiel, c'est de te dire que 95% des gens sont dans le truc, et puis pas se focaliser sur ce truc en plus, parce qu'après tu peux avoir le biais inverse, c'est-à-dire que souvent ce qui va se passer, c'est que je vais te prendre un cas concret, parce qu'il se passe un truc de travers, tu vas mettre une règle. Et un cas très concret auquel je pense quand je te dis ça, c'est un jour on vient me voir parce qu'un des managers a présenté une note de frais où il a explosé le budget qui n'a jamais été écrit, mais des notes de frais, et où on me dit Laurent, il faut qu'on envoie un mail de rappel sur les notes de frais parce qu'un tel a dépassé le budget. Je fais attendez, il y a un gars qui a dépassé le budget et vous allez faire un mail à toute la boîte pour rappeler les conditions des notes de frais. Je dis allez le voir. Ouais. Il y a un truc, et je dis il a dépassé de combien, et c'est qui? Et effectivement, il a dépassé de beaucoup. Et puis on me dit qui c'est, et je dis mais le gars il a 10 ans de boîte. Je dis c'est déjà arrivé qu'il dépasse sa note de frais? Il fait bah non, mais là il a vraiment explosé le budget, Laurent. Je dis il a une bonne raison, c'est pas possible autrement. Donc pourquoi on irait le voir? C'est s'il recommence, vous irez le voir, mais là il va vous donner une raison, ça va s'arrêter là et on aura perdu du temps et on l'aura mis dans le stress de se dire là il y avait une raison de le faire et j'oserais plus le faire demain. Et donc n'allez même pas le voir pour cette note de frais, validez-la, et puis si effectivement c'est un problème et que c'est un truc, vous irez le voir et essayez de comprendre ce qui est en train de se passer, mais à la base laissez passer. Et ça c'est compliqué pour beaucoup de gens.
de fonctionner comme ça. De faire Et confiance d'abord. Même en interne, je le vois. Je te prends un autre cas très concret. L'année dernière, il fallait fermer les fenêtres avec la climatisation, économie d'énergie, etc. Il y a 3 fenêtres ouvertes. Il dit, on va renvoyer un mail à toute la boîte pour dire de fermer les fenêtres. Et je dis, ben non, il y a 3 fenêtres ouvertes. C'est facile. Sur combien, juste sur 500? Non, mais voilà. Et puis, allez voir les 3 à côté des fenêtres. Rappelez-leur qu'il faut fermer la fenêtre. Mais envoyez pas un mail aux autres, ils font bien le truc. Parce que sinon, tu es dans cette infantilisation constante, dans ce sentiment de pression. En fait, tu mets des barrières à des gens qui ne vont pas les franchir. Ouais, ça c'est vraiment un des clés que j'ai eu dans le livre de Netflix No Rules Rules, où il parle de sa première boîte où il processe tout et rigide. Parce que je sais plus l'histoire de. Je crois qu'il y en a un qui a ramené un chien dans le truc, je sais plus ce que c'est exactement. Et comment finalement ça les a rendus trop rigides, quoi, pas en capacité d'évoluer, en fait, d'avancer. Tu construis trop ta boîte autour des 2% qui ne font pas comme il faut. Ouais, et tu punis les 98 autres constamment. Et si tu lâches ça, finalement, tu fais du bien. Ça veut pas dire que tu dois pas t'occuper de ces 2%, mais en individuel. Surtout pas en collectif. Non, c'est super intéressant, j'adore. Bon, il y a plein de choses que je pourrais creuser avec toi. Tu peux piocher du coup 3 cartes, et c'est des questions, et répondre à chacune d'entre elles. Alors, première question. Waouh, bonne question. Quel est le plus grand risque que tu aies pris? C'est une très bonne question. J'en sais rien. Ce qui t'a semblé un petit peu en mode j'y vais ou j'y vais pas? En fait, ça peut être même aussi perso d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, non mais j'essaie même à titre perso, mais en fait j'avance toujours en mode je veux voir. Donc je te dirais que balancer la semaine de 4 jours et perturber toute la boîte, te dire à un moment je vais racheter une boîte, j'ai jamais fait ça de ma vie et elle fait la moitié de ma taille. C'est laquelle? C'était Matériel.net, on faisait 300 millions, il faisait 150, tu dis comment je vais intégrer, surtout que le gars en face, on n'est pas pareil dans l'esprit, dans la façon de voir les choses. Ou de façon plus simple, je me lance dans la vie, je vais avoir un enfant et comment je vais gérer ça avec la boîte. Des risques de proportions différentes, j'en ai pris plein, mais plus en mode je verrai après. Il y a un côté inconscient à un moment. Même un autre risque, c'est-à-dire, j'avais lu une phrase que j'avais adorée dans un bouquin où j'ai dit le gars a tout compris, c'est disait un entrepreneur n'est jamais propriétaire de sa maison parce que c'est l'argent qu'il ne peut pas investir. Et c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu sur le fil des trucs. J'ai toujours été à 2 doigts de si je tombe, j'ai plus rien. Mais c'est ma vie. Et si je la vis pas comme ça, c'est pas ma vie. Donc, je te dirais plus que c'est pas le risque que j'ai. Le risque, je le prends tous les jours. En tout cas, je me mets pas de limite. À titre perso aussi, par des peurs, je me dirais, je me lancerai jamais avec une aile volante au-dessus d'une montagne. Oui, c'est des risques mesurés. Parce que je prendrai toujours à un moment la mesure du risque, mais il n'y en a pas un qui est plus grand que les autres. Il y a plusieurs moments où je prends des risques et où j'avance parce que ça crée une adrénaline. Ce truc-là d'être sur le fil en tant qu'entrepreneur, là tout à l'heure j'ai une conférence à la Sorbonne. Une des questions qu'ils veulent me poser, c'est est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? C'est une des questions qu'ils veulent me poser. Toi, t'en penses quoi de cette question? Alors, avant d'être entrepreneur, j'ai lu des livres sur être entrepreneur. Et il y a plein de critères où je ne répondais pas. Où tu te dis, il faut être sûr de soi, il faut machin, et non, je me sentais pas, ou il va falloir prendre des responsabilités. Et je dis, justement, est-ce que j'en suis capable? Il faut être capable de voir grand et de gérer peut-être un jour 1000 personnes. Jamais de la vie, j'y arriverai pas. Mais en moi, j'avais l'envie de créer, l'envie d'être à mon compte. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est d'être convaincu qu'on le veut. Après, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Une chose que je sais, c'est que souvent on se plante sur la première idée, mais c'est celle qui me permet de mettre le pied à l'étrier. Je dis souvent, on est entrepreneur le jour où on ose sauter dans la piscine et qu'on sait pas nager, mais qu'on se dit on va se débrouiller. Et tu penses que justement, là, cet état d'esprit-là, ce truc un peu d'être sur le fil, et si on a ça, si on a ce goût quelque part de se dire j'y vais, je fonce, je pense qu'on a l'âme d'un entrepreneur. Okay. Après, tout le monde ne réussira pas, mais il faut être capable en gros d'avancer dans cette notion de risque, de ne pas avoir peur de ce qui va nous arriver, de ne pas avoir peur du regard des autres,
Et si on aime tout ça, on a clairement l'âme d'un entrepreneur. Trop bien. Deuxième carte. As-tu une phobie ou une peur irrationnelle? Ah oui, phobie des araignées, ça je supporte pas. Ma femme, c'est pareil. Ouais, c'est le truc. Alors maintenant, avec le temps, j'arrive à les mettre sous un verre. Tu vis en maison? À les sortir, ouais, je vis en maison, il y en a plein. Et en plus, j'ai un fils où j'ai pas le droit de tuer le moindre insecte. Donc c'est devenu une vraie galère. Parce que j'ai même pas le droit de l'aspirer dans l'aspirateur en lui disant regarde, elle est vivante à l'intérieur. J'ai tenté une fois, ça marche pas. Là, on nous a offert un petit appareil qui est pratique. C'est un genre de manche comme ça et tu peux. Ça crée une forme de trappe et tu peux prendre l'insecte c'est pas mal. Sans le tuer. Et après, aller les jeter dehors. Mais il faut que je regarde. C'est regarde. pratique, hein. Quand t'as pas envie, on avait un genre de gros scarabée comme ça la semaine dernière. Elle me dit, tu sais, on nous a offert ce truc-là, on va tester. Ça a bien marché. Mon fils en est à un point où il y a un moustique dans la chambre, il me dit, je le regarde me piquer sur la main. Et je lui dis, tu fais rien? Je dis, non, je vais pas le tuer. Ah ouais, là, c'est à haut niveau. Donc c'est très haut niveau, donc j'ai dû gérer les araignées. Mais c'est clairement le truc que je n'aime pas. Troisième carte. Si tu pouvais échanger de vie avec quelqu'un d'autre pour une journée, qui choisirais-tu? Je vais reprendre une des chansons de Grand Corps Malade. J'aimerais bien voir la vie d'une femme une journée. Être de l'autre côté et de voir toutes les différences, toutes les galères, tous les avantages qu'il peut y avoir. Vivre la vie de l'autre côté. C'est vrai que c'est dur d'arriver à comprendre le monde de quelqu'un, même juste simplement en l'écoutant, sans vraiment le vivre. C'est un peu ce que tu as vécu avec Pas trop incognito, quoi. C'est ça, tu vis les vies, mais c'est essayer de... En fait, et pourquoi ça? Parce que c'est aussi cette envie de vouloir tout comprendre. Il y a une phrase aussi que j'adore, c'est plus tu apprends de choses, moins plus tu te rends compte que tu n'en sais pas du tout. Ouais. Et oui, c'est exactement ça. À chaque fois que tu commences à lire un bouquin, tu finis le bouquin en disant j'en ai 10 de plus à lire pour comprendre le monde parce que finalement je sais rien. C'est clair. Et pour le coup, sur les livres, ça fait vraiment ça. Tu découvres des livres que tu connaissais pas, qui sont par exemple hyper bien notés. Tu te dis voilà, c'est fou le nombre de livres que je pourrais lire. Et même si tu lis beaucoup, c'est peu dans une vie ce que tu peux arriver à lire. C'est rien, en plus il faut trouver le temps parce que c'est clair que c'est du temps de lire un livre. Moi, il y en a qui disent dès que je suis dans le train je travaille, moi dès que je suis dans le train je lis parce que c'est justement une bulle où je peux le faire. Mais oui, c'est le moment, c'est le truc qui t'ouvre sur le plus de choses et c'est le truc qui te fait découvrir que tu as encore plein de choses à découvrir. Des petites questions rapides comme ça. C'est quoi un mauvais conseil que selon toi on donne trop aux entrepreneurs? Un truc que j'aime pas, c'est tous ces business plans qu'on demande de faire alors qu'on sait que c'est pas la vérité. Un business plan, on a besoin de le faire juste pour se dire mon modèle est viable si j'atteins ces chiffres. Mais quand on cherche trop à dire mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est machin, est-ce que tu vas faire, on sait tous que c'est le business plan est totalement narratif et qu'on le fera souvent trop optimiste, mais qui en fait en réalité il est juste là pour dire est-ce que mon projet est viable. Si j'arrive pas à faire un business plan équilibré, je laisse tomber mon projet. Et moi quand je fais faire un business plan, quand il y a un projet en interne, c'est pas pour le business plan, je dis montrez-moi qu'il y a un point de rentabilité à un moment ou un autre et que ce point est crédible. S'il est crédible, on ira. S'il y a un moment, on se rend compte parce que tu as bossé ton business plan, que tu as mis trop de personnes là, qu'il faut tout ça, qu'il faut ça, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui marche pas. Trop et bien. Je supporte pas ce côté voilà, écrivez un business plan et on s'en fiche. Et non, le business plan, c'est quoi le premier achat que tu as fait à titre perso qui coûte une certaine somme d'argent, qui était qui était important pour toi, une forme de rêve ou en tout cas qui a été significatif, quel qu'il soit? Ma première voiture. Ok, c'était quoi? C'était une Renault 19. J'en rêvais depuis que j'étais petit. J'aimais bien la forme de cette voiture et quand j'ai pu acheter ma voiture, que je voulais sans clim, et le vendeur m'avait dit si prenez, parce qu'à l'époque c'était pas commun, il m'a dit si prenez-la, ça va devenir indispensable, vous la revendrez pas sinon. Pour l'histoire, à la fin d'ailleurs je l'ai jamais revendue, je me la suis fait voler. Donc ça c'était fait. Okay. Ça change quoi de là aujourd'hui être le chef d'entreprise d'une boîte qui fait plus de 500 millions, 600 millions? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Alors, que ce soit en agréable ou en désagréable? En agréable, il y a un côté, aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui dépense, je suis pas quelqu'un qui j'ai pas une super voiture, j'ai pas, j'ai une belle maison. Il y a 3 choses importantes pour moi: ma maison, les voyages et la nourriture. J'ai une passion j'aurais pu être cuisinier, ça c'est partie de mes vies qui auraient pu être à côté. Voilà, ça, ces 3 besoins-là, je vais dépenser pour ces 3 besoins-là. Tout le reste, j'ai besoin de rien.
Donc, par exemple, si tu te prends un hôtel, tu prends un bel hôtel. Ça va dans le même genre. Si je viens à Paris passer la nuit, je prendrai le truc le moins cher, proche de la gare, pratique. Parce que c'est pas dans la même case que la maison pour toi. Parce que je suis pas en vacances, parce que c'est pas la maison, c'est un moment ou autre. Si je pars en vacances découvrir un lieu, j'irai pas dans le truc 5 étoiles, chaîne internationale, j'irai dans le truc atypique, cosy, qui est cher ou pas cher, mais qui est dans un endroit qui me permet de découvrir le lieu. Parce que c'est un instant ou autre. Mais oui, voilà, dans le quotidien, je vais prendre le métro pour venir ici, je vais pas prendre un taxi ou un Uber, parce que j'en ai pas besoin. Mais il y a mes instants à moi, mes instants plaisir quelque part, je vais en profiter, je vais aller dans un... Alors ça peut être un tout petit resto à 30 balles le menu qui est génial, ou un très grand resto parce que j'ai envie de découvrir ce qu'ils ont fait. Là, je vais pas compter. Mais globalement, dans le quotidien, tu vas me voir croiser dans la rue, tu pourras jamais deviner qui je suis. Après, sur les... ce qui est en plus vraiment, je trouve, courant... De personnes qui ont bien réussi, la réalité c'est que quand tu vas dans un hôtel de luxe, là beaucoup de gens, tu pourrais pas te dire qu'ils ont réussi professionnellement. Oui, clairement. C'est-à-dire que c'est assez drôle comment il y a souvent une phase dans laquelle il y a des entrepreneurs qui vont s'offrir des trucs dont ils ont rêvé, et après la phase d'après où en fait ils s'en foutent. Tu vois, le jour où on est entré en bourse, moi je me suis acheté une Nissan de base. Le jour où tu es entré en bourse, tu t'es acheté une Nissan de base. Ça c'est interdit quand même. Et voilà, tu vois, ça c'est les différences de... Alors que, non mais très concrètement, j'avais deux directeurs à côté qui ont acheté une Z4 et une, je sais plus le deuxième, mais enfin voilà, qui se sont fait leur plaisir là-dessus, mais c'est pas le mien. Après, mais c'est le leur, c'est chacun son truc. Moi, voilà, j'ai préféré m'offrir un super voyage, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti au Sri Lanka pendant 2 semaines, Sri Lanka, Maldives à l'époque. Voilà ce que je me suis offert pendant que s'offrir une voiture, parce que c'était une expérience. C'était une expérience et voilà, c'était profiter. Trop bien. Si tu pouvais manger au restaurant, créer soit avec une personne, soit plusieurs personnes, vivantes ou décédées, t'aimerais manger avec qui? Il y en a plein. Il y en a plein parce qu'il y a tous les grands noms de l'entrepreneuriat qu'on peut citer, aussi caractériels soient-ils et autres, un Elon Musk, un Steve Jobs, le patron de Nike, j'ai plus son nom en tête. Oui, j'ai le livre là. Oui, je l'ai vu. Phil Knight. Phil Knight. Et puis plein d'autres en fait. J'aimerais connaître toutes ces histoires et la façon dont toi tu peux les connaître à travers un podcast. J'aurais bien aimé faire un dîner avec eux. De la même façon que j'aimerais bien dîner avec les présidents qui nous dirigent de différents pays, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et comprendre leur monde en fait, c'est ça? C'est comprendre ce monde dans lequel on est et comprendre leur monde, comprendre comment ils vivent, apprendre. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, plus tu croises, ça fait partie du truc. Je te parlais des livres, mais c'est les rencontres, les moments où tu croises des gens, c'est d'un enrichissement, mais un truc de dingue. Donc le jour où j'arrive à avoir Elon Musk dans le podcast, si je peux lui poser une question de ta part, je lui pose quelle question? C'est... Qu'est-ce qui ne ferait pas s'il recommençait? Qu'est-ce qu'il ferait pas s'il recommençait? Et toi, qu'est-ce que tu ferais pas si tu recommençais? Qu'est-ce que je ferais pas si je recommençais? Je pense que je serais plus serial entrepreneur, surtout si je recommençais. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai plein d'idées en tête et que j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais faire et que je serais plus serial entrepreneur. Et inversement aussi. Serial dans le sens de... J'aurais revendu les boîtes plus régulièrement, en tout cas, ou mis en gestion, et je serais parti totalement sur d'autres projets. Parce que si j'ai une frustration de temps en temps, c'est que des idées, j'en ai plein, des choses que j'ai envie de faire bouger, j'en ai plein. Le côté créateur, justement, la Steve Jobs et Elon Musk. Et que le temps de les gérer, ces projets, je l'ai pas. Et qu'est-ce qui t'empêche justement d'en faire une priorité, mettre un t'as ton frère en tant que directeur général, mais mettre un CEO en place, sortir de LDLC et aller nous faire un équivalent d'une fusée? C'est la question que je me pose tous les jours, j'ai pas encore trouvé. Mais c'est quoi qui t'empêche? Le sentiment, le sentiment qu'aujourd'hui, et c'est peut-être une erreur, que si je pars, il y a des choses qui sont pas gérées comme il faut. Mais qu'est-ce qui fait par exemple que t'en fais pas une forme de challenge sur 4 ans de... je m'enlève un jour chaque année par exemple sur 4 ans. J'ai commencé comme ça, la semaine de 4 jours, je l'ai commencé avant les autres en vrai. C'est-à-dire que j'avais posé dans mon agenda un jour où je n'étais pas à la boîte. Rien à voir avec le truc, mais justement pour commencer à avoir du temps ailleurs. En fait, et pour être honnête, ça faisait partie de mon projet clairement, sauf que j'ai été rattrapé par la semaine de 4 jours parce qu'en réalité, aujourd'hui, une des questions qu'on me pose très régulièrement sur la semaine de 4 jours, c'est « Et vous ? Ouais. Est-ce que vous faites la semaine de 4 jours ?» Et je dis « Non, moi je fais la semaine de 3 jours. »
Ok. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, depuis que j'ai mis ça en place, je passe 2 jours par semaine à parler de la semaine de 4 jours ou à sortir dans les podcasts ou à faire plein de choses et que la boîte ne me prend plus que 3 jours par semaine. Mais que je me suis fait complètement absorber sur ces 2 jours qui étaient de base consacrés dans ma tête pour créer autre chose. Mais qu'est-ce qui fait que ça change pas? Tu pourrais très bien dire j'arrête tous les podcasts et je vais créer quelque chose. Et là, parce qu'en fait, ce truc a pris du sens. C'est-à-dire que, comme tu l'as vu quand je t'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, j'ai découvert un monde qui est différent, un monde où finalement on peut mieux vivre. Et je dois l'expliquer. Donc c'est peut-être ça ta création, non? C'est une création qui est arrivée de nulle part, que je n'avais pas prévue. Et oui, c'est pour ça aussi que je me bats en me disant j'espère qu'un jour il y en aura 2-3 qui prendront le relais et que je pourrai reprendre la voix parce qu'ils auront testé et qu'ils seront là pour dire ce qu'il a dit, ça marche. Et donc on sera plusieurs à le dire et que je n'aurai plus besoin de prendre autant d'espace, en tout cas dans ma vie, pour reprendre ce temps pour autre chose. Mais là, tant que je ne suis pas arrivé à ça, je trouve ça tellement absurde de dire qu'on peut améliorer quelque chose et que ça ne bouge pas, que je donne tout ce temps-là, toujours avec cette petite frustration de dire c'était pas prévu pour ça, mais je dois d'abord arriver à ça. Et si tu crées quelque chose demain, t'as un univers qui t'attire plus en particulier? Plein. J'ai créé une école, l'école LDLC. Donc ça peut être très large. Il y a 10 ans. C'est pas forcément le produit. Justement, j'ai créé cette école il y a 10 ans. Et le gars qui a géré le projet, Christophe Menanto, quand il m'a demandé mais tu veux qu'ils fassent quoi ces étudiants dans l'école, c'est quoi ton objectif? J'ai dit en gros je veux que tu me clones. Alors sans aucun ego derrière. Mais c'était dans l'aspect de dire je veux qu'il fonctionne dans cet esprit, je sais gérer un peu tout dans la boîte, je sais parler à tout le monde, je suis expert juste dans un domaine mais je sais communiquer avec tout le monde. Et puis surtout, dans ma tête, au fond de ma tête, il y avait, et puis pour lancer les projets que tu as dans ta tête et que tu n'as jamais le temps de... En gros, je me dupliquais pour qu'ils puissent lancer leurs projets et que je puisse lancer des projets. Au final, ça marche pas, ils lancent leurs projets, ça va très bien, l'école fait ce qu'il faut, mais moi, j'ai toujours pas trouvé le moyen de lancer mes projets. Tu t'investis dans ces boîtes-là ou pas? Pas forcément. Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qui fait que tu crées pas, par exemple, comment il s'appelle, celui qui a créé eFounders, un startup studio pour... C'est pas l'idée, j'ai pas... Je voulais faire ça à une époque et non, c'est pas l'idée, c'est... Pour moi, c'était plus l'idée de créer mes projets. Après, chacun crée les siens. Il n'y a pas cette recherche de... En fait, j'ai pas besoin d'investir pour avoir un retour de ce qui a été créé. Moi, les étudiants de l'école, quand ils arrivent le premier jour, je leur présente l'école, je leur fais le truc et je finis toujours par la même phrase qui est de leur dire bon, et puis maintenant, quand vous sortirez de l'école, il y aura une seule règle que vous connaissez tous, c'est l'élève dépasse le maître. Ils me regardent tous en mode ouais, enfin, c'est pas fait. Je leur dis attendez, j'ai mis quasiment 30 ans pour faire ça, donc vous avez le temps. Mais l'idée n'est pas d'avoir un retour sur investissement. C'est plus de transmettre quelque chose. D'ailleurs, l'école... Mais je pensais à ça dans le Startup Studio, par exemple. Tu peux, toi, avoir des idées de projet, trouver des jeunes CEO... Oui, mais il faut du temps. Oui, bien sûr. Et en fait, je l'ai fait à l'échelle d'LDLC. Le Sable Laser, c'était un projet. On a 2-3 projets en interne qui sont des projets en mode Startup Studio, quelque part. Mais tu n'as pas le temps de te démultiplier. Et tu leur accordes pas le temps qu'il faudrait pour qu'ils fonctionnent comme il faut, enfin, avec l'idée jusqu'au bout. Il faudrait... Et puis, ils n'ont pas... Enfin, si ce n'est pas l'idée de la personne, elle n'aura jamais l'implication de celui qui a l'idée. Les derniers, d'ailleurs, projets que j'ai créés en interne sur des personnes où je me disais, tiens, là, il faut qu'on aille chercher un truc. J'ai dit à la personne, voilà le sujet, trouve l'idée. Et je ne veux pas trouver l'idée, moi. Il faut que ça vienne d'elle. Parce qu'une fois que tu as mis la personne avec son idée, qu'elle a bossé le sujet, que c'est tout elle qui a créé, eh ben, tu sais qu'elle sera à fond dedans. Alors que si c'est ton idée, c'est un salarié. Et magnifique. Il n'a pas la même implication. C'est trop cool. Là, si tu pouvais marquer un message sur un panneau 3x4 que des gens pourraient lire, peu importe où dans le monde, ça peut être à plein d'endroits dans le monde, ou alors envoyer une lettre, t'aimerais écrire quoi en fait? T'aimerais que les gens puissent se dire quoi? Le mot qui vient, c'est lâcher prise. Pourquoi? Lâcher prise sur quoi? Lâcher prise sur le... Enfin, vivez. C'est-à-dire, prenez le temps de vivre. J'ai pas le modèle ou le truc, mais je pense qu'on est trop aujourd'hui dans une quête de performance absolue qui bien sûr nous amène plein de choses et autres. Je suis pas un régressiste ou quoi que ce soit, mais
je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on a les outils qui nous permettent d'aller de plus en plus vite et qu'on ne se pose pas la question de mais est-ce qu'on a besoin de tout ça, en tout cas aussi vite? Est-ce qu'on a besoin de changer? Nous, à notre âge, on aura quasiment eu 2 vies. On va avoir l'ère Internet, l'ère IA, peut-être le métaverse encore derrière. Est-ce qu'on a besoin de vivre tout ça dans une vie? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas se dire... Alors, le modèle fait que ça ne ralentira pas, mais à un moment, tu as envie de dire, mais oui, lâchez prise, ralentissez, arrêtez de chercher cette performance. Et même si la nature humaine et le modèle ne le fera pas, c'est ça que tu as envie de créer. C'est ouvrir les yeux. Et donc pour ton fils, tu lui souhaites quoi du coup Je souhaite pas à mon fils de reprendre ma boîte, okay. Déjà. Je souhaite de faire ce qu'il a envie de faire, quoi que ce soit, et même si c'est un métier, au contraire, un métier où il a le temps de vivre. C'est par exemple ébéniste. Typiquement, ébéniste, boulanger, électricien, enfin n'importe quoi, ou même un métier, ou même qui crée sa boîte s'il en a envie, mais surtout le métier qu'il a envie de faire, et pas un métier pour impressionner les autres. Pour impressionner les autres, vivre. Et vivre avant tout. Trop bien, merci Laurent. Merci. Trop cool. J'ai le papier, on dit ouais on a levé 40 millions, on déchire et tout. Je me suis jeté sur les gars comme dans un concert de rock. Une semaine avant, cet investisseur m'appelle, il me dit mais en fait c'est la merde, on n'est pas là quoi, et on va pas mettre les 40 millions quoi. Quand tu lèves de l'argent comme ça, c'est que t'as plus d'argent, donc il me reste 2 mois, tu vois, même pas, peut-être 1 mois.